Donc en fait, ton le questionnement que tu avais, c'était pourquoi ça fonctionne de regarder USDT.D, de regarder la stablecoin dominance, hein, c'est ça? Bah, ouais, c'est ça, en fait. En fait, là où moi, ça m'a enfin, si vraiment je dois résumer, là, parce que c'est vrai que par écrit, on a tendance à pas donner toutes les infos, là, c'est trop long et tout, et cetera. Mais en gros, moi, la réflexion que je m'étais faite, si tu veux, c'est qu'en regardant ça sur les très grosses unités de temps, enfin, là où je vois vraiment un intérêt, Ouais, concrètement, comment dire? Attends, parce que là, j'avoue, je m'étais pas préparé, là. Je pensais que tu allais envoyer des vocaux et que je pensais pas que j'allais devoir participer. Mais en gros, c'est vrai que si tu regardes bien, c'est la charte de BTC à l'envers, c'est même la charte de Total 3 à l'envers, je dirais même. ouais. Donc pourquoi regarder ça plutôt qu'autre chose? C'est que déjà, les PDRA que moi j'utilise, tu vois, genre les fair value gap, les machins, tout ça, et cetera, des fois, c'est pas les mêmes, en fait, Mmh. sur BTC, pas les mêmes sur Total 3, donc ça t'amène quelque chose de différent. Donc tu vas me dire: «Bon, pourquoi se faire chier à prendre ça au lieu de prendre autre chose?» Ça se questionne. Mais là où moi je vois un intérêt énorme, surtout, c'est quand tu es en price discovery sur le reste, en fait. Et OK. le plus bel exemple que tu as, c'est quand tu es sur le top de 2021. En fait, si tu regardes en mensuel, par exemple, tu vois que sur la charte du truc, là où tu étais un ATH sur tout, en fait, Mmh. tu étais dans une énorme imbalance mensuelle. Alors, je suis d'accord, mais c'est ça qui me dérange, en fait, moi, personnellement. En fait, le truc, si tu veux, c'est que pourquoi ça fonctionne, ça, on s'en fout. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant, Ouais, c'est de comprendre comment ça fonctionne, tu vois? Parce que si tu veux, la dominance des stablecoins, en gros, c'est la représentation de quoi? C'est la représentation de la part des stables dans le total. Donc en gros, quand tu prends le total, tu prends ton total ici, et si tu prends par exemple BTC.D, donc je rajoute la Bitcoin dominance, ça veut dire que la part de Bitcoin dans le total, c'est 57,18%. Si tu rajoutes USDT, ok, admettons que tu rajoutes USDT, ça veut dire que la part du USDT.D, c'est 3,80, ouais, c'est ça, 3,92%. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment les différentes charts se créent, tu vois. C'est-à-dire que, bon, on va dire, comment le market cap déjà se crée? Le market cap, c'est la valorisation de toutes les cryptos. Donc, si le market cap, il augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ton Bitcoin, ça veut dire que tu as ton Bitcoin, ça veut dire que tu as potentiellement une majorité de tes cryptos qui augmentent. Et le market cap, comment il est calculé? Bah, il est calculé, c'est prix par supply. Ok? On est d'accord jusque-là? Donc, en gros, la seule façon d'avoir la capitalisation d'une crypto qui augmente ou qui diminue, c'est que son prix augmente ou diminue. Là, on est jusque-là, tout est OK. ouais, ouais. Donc, en gros, bah, ça veut dire que ça, ton BTC, pour que son market cap augmente, bah, il faut que son prix augmente ou diminue. Maintenant, le truc, c'est que la particularité des stablecoins, c'est que ton USDT, si tu regardes le market cap de ton USDT, c'est ça. Donc, la différence, c'est que comme elle est stable, en fait, la seule façon d'avoir son market cap qui augmente, bah, c'est soit on émet de nouveaux USDT, soit on en retire de la circulation parce que tu peux avoir des gens qui vont retirer leur USDT, qui vont par exemple envoyer leur USDT à Tether et qui vont leur dire OK, on veut un virement sur mon compte bancaire. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu vas avoir le mécanisme de burn qui se met en route. On retire de la liquidité stable du marché, tu vois. Et du Ouais. coup, là, tu as ton USDT t'as le supply, mais donc le market cap de ton USDT qui chute. Parce que pour Bitcoin, son market cap, c'est pris par supply, mais pour l'USDT, c'est la même chose, mais sauf que, étant donné que c'est un stablecoin, et Mais son USDT, prix, il bouge pas, en fait. bah, son prix ne bouge pas, tu vois. Donc en Ouais, fait, le truc, c'est que qu'est-ce qui va influencer la Bitcoin dominance? Par exemple, qu'est-ce qui influence la Bitcoin dominance? Eh ben, ça va être à la fois le prix de Bitcoin et le prix des autres actifs. Mais, et qu'est-ce qui va influencer la USDT? On va simplifier USDT dominance. Eh ben, d'accord. le, c'est comment bougent les autres actifs et comment, et surtout, l'émission ou le retrait de nouveaux tethers dans le marché. Mais l'émission de nouveaux stables, c'est aussi un facteur de demande parce que si on en ajoute, en gros, la market cap domine, en fait, le supply de stablecoin dans le marché, c'est un peu notre M2, tu vois. C'est un peu le M2 crypto, quelque part, tu vois. C'est un peu la quantité de monnaie qui est injectée dans le marché pour pouvoir acheter potentiellement de nouveaux alt, de nouveaux BTC, enfin de nouvelles cryptos. Donc, si tu veux, Ouais, ouais. ta chart USDT, bon, là, j'ai pris juste USDT.D, mais elle est Je pense que c'est dépendante là, ouais.
elle est dépendante à la fois du prix des autres actifs, mais elle est aussi dépendante de ça, tu vois, de cette chart-là. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder, parce que au final, quand tu regardes, ce qui est intéressant, et je sais plus qui c'est qui le disait, et c'est un truc que j'ai dit aussi, mais quelque part, c'est un peu la même chart, c'est un peu la chart inversée du Bitcoin. Et quelque part, oui, mais pas totalement. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi justement parce que cette chart a une influence sur la chart de l'USDT dominance, tu vois. Donc comme l'émission a une influence, bah, ça va pas être exactement la même chart. Ça va pas être exactement la chart inversée de Bitcoin, tu vois. Et c'est pour ça que là, Ouais. par exemple, ce qui se passe, c'est que si tu regardes depuis le bottom, on injecte, enfin on injecte. J'aime pas vraiment ce mot parce c'est pas vraiment on injecte, mais on On émet imprime. on imprime de nouveaux stablecoins. Donc on a le supply du USDT qui augmente, tu vois, qui explose. Et donc, on a le prix de Bitcoin, le prix de BTC qui s'apprécie aussi. Mais le truc, c'est que quand tu vas avoir des phases, forcément, là, tu vois, tu es sur support. Mais pourquoi tu es sur support? Ou plutôt, enfin, moi, je suis pas fan de dire pourquoi, mais c'est plutôt comment ça arrive. Bah, ça arrive parce qu'on a un Bitcoin qui, bon, là, maintenant, on est en train de pump, mais on est quand même en train de ce que j'appelle du drift up, hein. C'est-à-dire qu'on range à la hausse, tu vois, on est en train de consolider pour Oui, potentiellement ouais. avoir une expansion haussière. Mais comme on a un ralentissement de la hausse de BTC, mais on voit qu'on a une accélération de l'impression de Tether, et ben là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es sur support, et pour le moment, en fait, ton support tient, tu vois. Parce que si les cryptos et si je prends Bitcoin parce que c'est beaucoup plus simple de prendre juste, d'admettre qu'il y aurait que BTC, mais c'est parce que surtout, c'est celui qui influence le plus ce mécanisme-là. Si on avait ici eu une expansion proportionnelle, enfin après, je sais pas exactement de combien a augmenté le supply ici, mais le fait qu'on résiste sur ce niveau ici, c'est parce que BTC ne pump pas assez par rapport à l'émission qu'on a de Tether. Parce que si tu pars du principe que qu'on aurait stop l'émission de Tether ici et que le BTC aurait continué à pump, bah, je te garantis qu'à mon avis, le support là, on l'aurait enfoncé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, attends. Je sais pas si tu as tout suivi. Oui, oui, non, pardon, oui. Sur le téléphone, Ouais. là, du coup, c'est tout petit, machin et tout. C'est-à-dire que, Je suis pas aussi calé que toi, tu parles un peu vite aussi. Du coup, ouais, ouais, j'ai un mais petit temps de retard pour comprendre ce que tu racontes. ok. Mais c'est bon. Donc en gros, le truc, c'est que si on est sur ce qu'il faut comprendre, c'est comment ta chart de USDT.D, elle se construit. Elle se construit parce que elle va être dépendante de l'évolution du prix des autres cryptos présentes sur le marché, et elle va être aussi dépendante de l'émission ou du burn de nouveaux C'est stablecoins. clair. Voilà. Et c'est pour ça que, après, oui, c'est qu'on soit sur support ici, c'est tout à fait, qu'on ait une réaction sur support ici, bah, si tu veux, c'est normal quelque part. Enfin, c'est normal. Quand tu vois ce que fait BTC, plus quand tu vois ce que fait l'émission de nouveaux stables, bah, Ouais. qu'on résiste dans cette zone, ça a du sens quelque part, tu vois? Maintenant, bah, Ouais, c'est étonnant, ouais, quand même. maintenant, après, le truc, c'est que moi, mon avis, c'est que ça reste une représentation de la charte de Bitcoin à l'envers, mais avec, tu Ouais. vois, un truc supplémentaire. Donc derrière, il faut quand même se rappeler que c'est pas une charte qui se trade, et du coup, enfin, moi, que les concepts de FVG, order block, et cetera, enfin, peu importe, tu vois, qui fonctionnent, qui puissent fonctionner, il y a pas de souci. Bah, en fait, tu vois, il y a énormément de choses qui sont pas explicables, hein, sur un marché. De toute façon, je sais, Oui. il y a énormément de superstitions, et cetera, tu vois? Il y en a qui trade avec l'astrologie et ça fonctionne pour eux, ils ont des résultats, bah, tant mieux, tu vois? Tant mieux. On n'a pas à discuter de ça, en fait. C'est tellement Il y a des trucs qui sont complètement ésotériques. Donc c'est pas, la question elle est pas là, tu vois? Le fait que ça se trade pas, moi je te dis: «Bon écoute, s'il y a eu un déséquilibre ici, bah, on peut voir que c'est parce qu'il a eu lieu sur Bitcoin», tu vois? Donc Ouais, ouais, clairement, mais je te dis, moi, bon, là, on prend l'exemple des FVG, typiquement, ouais, moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'en fait, mets-toi en mensuel, là, sur la stable. Après, moi, je rajoute le DAI, là, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai vu chez, comment il s'appelle? Monitor? Merde, j'ai mangé son nom, chez un autre youtubeur, là, français, là. Crypto, il me fait rire, je regarde ses vidéos de temps en temps, il en sort pas beaucoup. Et il parlait de ça, justement. Je suis curieux, je suis allé voir, machin, j'ai regardé. Et ouais, en fait, concrètement, tu t'oublies que c'est ce que je te disais dans le message.
si tu étais devant n'importe quel autre actif, tu vois, Mhm. imaginons, hein, imaginons tu es devant n'importe quel autre actif, tu vois, enfin, là, la situation dans laquelle on est, ça pue, quoi, tu vois. Et si tu reprends le top de 2021, en fait, si tu regardes précisément là où était Bitcoin quand il était à son ATH, et puis c'est pareil pour Total 3, machin et tout, tu te dis, mais en fait, t'aurais été sur n'importe quel autre asset, c'est typiquement l'endroit où t'aurais posé un long, quoi. C'est retour RLZ dans un FVG monthly vectoriel, tu vois. Enfin, Tu veux dire quoi? Lequel de top? Le premier ou le second de 2021? Ah oui, oui, ok, oui, oui. euh, Non, bien sûr, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. alors, moi, je suis en mensuel, là. Ouais, mais je le vois en weekly. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ah, C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Et oui, oui. le fait, alors, il s'est passé exactement la même chose sur le top d'avant, Mhm. ok, le premier ATH, là, avant le vrai top. À l'inverse que là, il y avait une FVG monthly encore. J'ai pas regardé sur les autres unités de temps un peu plus petites, etc. Et attends, je suis dessus en weekly. En weekly, tu vois que la dernière touche dans le fair value gap, quoi. Ouais. Et il me semble que là, par contre, ça a consolidé et Bitcoin a continué de pump, si je dis pas de conneries. Là, j'ai pas le truc. Donc là, tu te faisais un peu niquer, tu vois, typiquement, parce que tu te mangeais, tu te mangeais pas du coup les 2 mois de hausse qui ont suivi, je crois, au moment où tu aurais potentiellement dû sortir, entre guillemets, si tu t'étais basé là-dessus. Mais sur le deuxième top, en fait, c'était incroyable. Et ça a divergé, d'ailleurs, je sais pas si tu remarques, Ouais, non, mais je, le, je, le, je le vois, truc. mais par contre, tu vois, regarde, c'est pareil, Ouais, c'est-à-dire que sur le second top, on était toujours en train d'imprimer du cash. Donc, ça aussi, ce qui influence le fait aussi que on ait fait un higher high sur BTC, mais pas sur. ouais, Mais on l'ait pas eu sur. Enfin, du coup, c'est l'inverse, mais on l'a pas eu ici, là, sur ton USD Coin Dominance. Donc, le truc, c'est que, ouais, voilà, ça, il faut se dire aussi que l'arrêt de stable, hein, parce que là, par exemple, quand vous avez la diminution du market cap des stables, c'est un signal de sortie, mais c'est un signal de sortie qui est ultra, ultra en retard. C'est-à-dire que là, vous sortez très en retard. C'est-à-dire que, justement, ça, c'est intéressant parce qu'au niveau macro, c'est les annonces de la Fed. OK. Parce que les annonces de la Fed, ouais, de l'arrêt du quantitative tightening, du quantitative easing et surtout du début du quantitative tightening, ouais. ça a été fait fin 2021, un truc comme ça, et c'était moi une de mes raisons de me dire ok ça pue. Mais le truc c'est que entre l'annonce et Ok, le là, moment c'était où, pas ça. on sort, parce que là c'est les liquidités carrément qui sortent quoi, tu vois. C'est vraiment, on, Ouais, on voit qu'on a vraiment eu un burn et on a eu pas mal de burn, de tether. Et derrière, en fait, c'est là où on a eu le plus gros du bear market. Mais le bear market, on l'avait commencé depuis un moment d'abord. Donc ouais, mais voilà, moi, là où je voulais surtout en venir, c'était que ce qui influence, bah, comme pour n'importe quelle dominance des cryptos, ce qui influence la dominance des stables, c'est leur market cap. Mais, mais justement, le truc, c'est que comme leur prix est stable, eh ben, leur market cap ne peut augmenter que parce qu'il y a de la demande en nouvelle liquidité injectée ou parce que justement on va en retirer. Ouais. Mais c'est voilà, bon, bah, voilà vraiment où je voulais focus sur le comment ta chart elle se crée, pas tu vois le pourquoi ça fonctionne, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout complètement. T'as pas besoin de savoir pourquoi ça fonctionne. Tu dois juste admettre que tu observes que quelque chose fonctionne et est-ce que tu peux en tirer quelque chose, tu peux en sortir un edge. Enfin, quand je dis edge, c'est pas avec un H, hein, c'est juste avec un E. mm. Ouais, mais fais-le, tu vois. T'as pas besoin de te dire, mais putain, mais pourquoi ça fonctionne? Parce que cette charte, Bah, cet actif, en fait, je peux pas le trade. Donc, pourquoi ça fonctionnerait? Si ça te donne un signal, et si c'est un signal qui est efficace, mais utilise-le. Tu vois, le pourquoi, on s'en fout complètement. T'as pas besoin de comprendre. T'as besoin de comprendre comment fonctionnent les choses, mais t'as pas nécessairement besoin de comprendre pourquoi elles fonctionnent. Tu vois, parce que la plupart des choses fonctionnelles en analyse technique, c'est purement de l'analyse, enfin, c'est purement de l'observation empirique. Tu vois, c'est purement parce que pendant un laps de temps, tu t'es rendu compte que certaines choses fonctionnent. Bah voilà, en fait, tu vois. Et c'est la même chose. Il y a, je sais plus qui c'est qui avait. Putain, je sais plus d'où vient cette histoire, mais il y a un mec, par exemple, qui s'était rendu compte que il avait de meilleurs résultats quand il tradait pieds nus. Tu vois, voilà. Mais non, mais pourquoi en fait, il y a pas de raison. Tu vois? Et en fait, il ouais, s'est je rendu sais compte, pas. c'est une observation dont il s'est rendu compte, c'est qu'il avait de meilleurs résultats quand il tradait pieds nus. Mais alors, tu vois, pourquoi pas, tu Ouais, vois? intéressant. Ou Mais j'essaierai, je vous mais dirai. mais tu vois, moi, et je veux en fait, le pourquoi n'a pas d'intérêt si tu observes que ça te permet d'avoir de meilleurs résultats, tu vois? Donc c'est tout.
Voilà. Parce que on est sur une, tu vois, on est sur une pratique qui est plus, honnêtement, c'est une pratique qui est plus proche d'un art que d'une science, tu vois. Chaque instant, vraiment, hein, chaque instant, moi, c'est un truc que je répète à chaque fois. Et de toute façon, tu peux le lire dans. Enfin, un des livres que je conseille, c'est le livre de Mark Douglas, là, Trader dans la zone. Bah, il le dit très bien, ça, c'est un truc que je reprends à chaque fois, mais c'est chaque instant dans le marché est unique. Donc, si à partir de ça, tu vois, c'est très difficile de se dire. OK, ça va être tout le temps comme ça ou en fait, tu vois? Enfin bref, Non, rien ne marche à 100%. voilà, c'est ça, Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire. c'est ça. Donc parce que le truc, c'est que si tu pouvais expliquer à chaque fois le pourquoi, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui marcheraient absolument tout le temps et c'est pas le cas, tu vois? C'est pas le cas Ouais, ouais, parce qu'en fait, on tu dans une foule, tu dans une foule, une masse complexe où tu as plein de personnes, plein d'entités qui vont prendre leurs décisions pour des raisons variées, pour des raisons différentes, et cetera, tu vois? Donc en fait, des fois, tout le monde va dans le même sens, tu vois? Il peut y avoir une news qui tombe et évidemment, tout le monde va dans le même sens, tout le monde va FOMO, tout ça. Mais sinon, il y a plein de moments, tu vois? Une phase de range, une phase comme maintenant, en fait, où est-ce qu'on est là? Attends, je vais la prendre, je vais prendre BTC. Les phases comme maintenant où en fait, on n'a pas encore pris de direction, ça, c'est typiquement pour faire douter et c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde doute de où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va partir au ouais, n moi, partir c'est un enfer, là. partir au Je nord suis. pour repartir au sud? Est-ce qu'on va réintégrer? Est-ce qu'on va rester là plus de temps? Personne ne sait, mais personne ne sait. Le truc, c'est qu'il y a un moment donné où, ça va partir dans un sens parce que oui, il y a potentiellement un élément déclencheur, donc tu peux avoir un facteur, mais qui n'est pas nécessairement prédictible, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si demain, en Ouais. fait, si demain, bah, voilà, il y a une news qui sort, qui catalyse le mouvement, tu peux évidemment, avec l'analyse technique, peut-être essayer de le déterminer. Moi, je sais que par exemple, le constat que je fais, je vais finir sur ça, parce que c'est vrai que je déborde un peu, mais le constat que je fais Non, mais c'est aujourd'hui, intéressant, hein. c'est que on est dans une situation, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un peu similaire à décembre 2020. Et ce qui serait cocasse, parce que ça voudrait dire que l'histoire se répète, tu vois. Et je suis pas fan. Moi, je suis pas fan de ça, hein, de me dire, ok, ça va. Et y a pas un truc qui dit en bourse, l'histoire se répète toujours mais se ressemble jamais ou un truc dans le Ouais, genre? c'est Il y a pas un possible, truc c'est possible, comme ça? c'est possible. J'ai pas la citation, mais Ouais, moi non plus, mais je crois que c'est un truc dans le tu genre. vois, l'observation que j'ai faite, qui est intéressante actuellement, c'est que après c'est sur des petites unités de temps, mais c'est qu'on a un spread qui est en faveur du spot. Sur des petites unités de temps comme ça, même sur du 4 heures, en fait, on voit que on est en train de tirer vers un spread positif vers le spot. On était inversé et on l'est souvent après de gros mouvements. Mais là, en fait, on n'a pas eu de grosse correction et pourtant, on a de la demande qui revient sur le spot. Alors après, il y a une explication, c'est que peut-être Sailor, avec MicroStrategy, est en train d'acheter. Mais le constat, quand même, il Ah, est là, c'est que si tu regardes en 4 heures, on est sous ATH et on n'a pas d'euphorie présente. En tout cas, on n'a pas de gros positionnement en levier. Et ça, c'est un truc qu'on a observé en 2020. Alors ça lag un ouais. peu. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en décembre 2020. Voilà, c'était ici. C'est ici. Alors, on n'est pas resté longtemps, évidemment. On n'est pas resté longtemps. Mais c'était post-ATH. On venait de faire ATH. Et donc, on était en train de consolider au même endroit. Et là, en fait, on a eu un moment de, de spread en faveur du spot. Et après, derrière, on est passé de 20 à 40. Bon, alors après, évidemment, on revient très vite avec un spread en faveur des futurs. Et ça, Ouais. en bull market, en général, c'est normal. Et d'ailleurs, ça reste comme ça pendant un moment. Et de toute façon, le spread, c'est ce qui détermine le funding, hein. Donc là, tu regardes, ça fait un moment qu'on en parle aussi. Les fundings, ils sont neutres. Enfin, ils sont pas négatifs, mais en tout cas, ils sont neutres pour le moment. Attends, je te coupe juste 2 secondes. C'est, l'indicateur de l'encou que t'as? Ça s'appelle le Babi. C'est celui-là. Vous tapez Babi. Tonton, il avait partagé celui de l'encou là, je croyais que c'était ça, mais que tu l'avais mis en cours. Ah, c'est celui-là, c'est le Babi. Et Vas-y. Et du coup, OK. voilà, là, c'est vrai que c'est ce qui me surprend actuellement, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est d'être d'être sous ATH et d'avoir un spread qui est en faveur du spot. Donc, C'est vrai que, bah, et comme tu disais tout à l'heure, ils font douter là avec cette espèce de conso un peu verticale là. mais c'est sûr, c'est Ça diverge là, franchement, moi je fais tous les jours, je regarde là, je vois que ça diverge dans tous les sens, machin, je vois que il y a vraiment tout qui me dit ça va dumper quoi, tu vois, mais
Mais je sais pas, et d'un autre côté, il y a le côté narratif, il y a le côté machin, Non, bien il y a le sûr, côté parce que de toute structurel, façon, il parce que y a le côté micro-stratégie, tout ça, les ETF, blablabla, tu vois, je me dis, c'est pas, enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, là, j'arrive pas à savoir ce que c'est, ça m'énerve. non, mais ça Et du c'est coup, je suis pas du tout à l'aise dans le marché, là. Je regrette presque le range infernal dans lequel on était, là, tu vois. oui, oui, bien sûr, mais tu vois, on peut tout à fait se poser la question, mais pourquoi on n'est pas venu à 85K, on a de beaux déséquilibres ici à venir combler, pourquoi on n'a pas fait ça, etc. pour pouvoir... Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, et c'est un truc dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois, où moi je pensais à un moment donné qu'on allait tout à fait aller sous... on voit qu'on a pas mal de... Je supporte pas dire liquidité, donc c'est pas des liquidités, parce que c'est pas des liquidités. Les liquidations. On a beaucoup de liquidations, on a beaucoup de stops à venir chercher ici. Pourquoi on l'a pas fait? On s'en fout. Le seul constat à faire, c'est qu'on le fait pas pour le moment, tu vois? Et donc, comme on le fait pas pour le moment et qu'en fait, on a plein de signes qui nous disent que ça va probablement péter à la hausse, en fait, il faut agir en fonction. Tu as juste à agir en fonction parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer, tu peux pas prédire ce qui va se passer au 1er janvier 2025. Par contre, tu peux faire du positionnement par rapport au présent. Mais là, tu vois, il y a un autre Discord sur lequel on me dit oui, ça va être, on va être comme ça jusqu'à l'inauguration et ça va chuter à l'inauguration. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Tu vois ce que je veux dire? L'investiture de Trump, ça veut dire. Ouais, l'inauguration de Trump. Mais c'est une Ouais. possibilité, tu vois. Mais en fait, moi je te dis, je reprends mon analyse au moment de l'inauguration et au moment de l'inauguration, si je vois que en fait on est toujours ici et qu'on a un funding qui a explosé et que j'ai plein de signes techniques qui me disent oui, ça va chuter. Là, je me dis oui, l'inauguration, ça peut être un événement catalyseur et ça peut être l'endroit où on vend, enfin pas où on va vendre, mais l'endroit où on va chuter. Mais Un endroit où il faudra faire un peu gaffe, quoi. c'est ça. Mais actuellement, je peux pas te dire oui, on va pas affirmer qu'on va avoir une chute au moment de l'inauguration. Est-ce que ça peut être un événement catalyseur? Pourquoi pas, tu vois? Il y a peut-être un côté autoréalisateur, si tout le monde pense que ça va chuter, tout le monde va se mettre à vendre. Bon, OK, mais en fait et c'est toujours travailler avec, les données présentes. Ouais. Vous pouvez faire de la comparaison avec le futur parce que même si moi j'en suis pas fan par rapport à la quantité d'échantillons au niveau macro, j'en ai pas tant que ça. Mais en fait, à un moment donné, on n'a pas trop le choix que de le faire. On n'a pas trop le choix. On peut pas faire autrement. À un moment donné, on est humain, on a besoin de raisons rationnelles pour agir. Et donc, voilà, on le fait. Toujours garder une petite pointe de doute en se disant que ça peut être similaire. Enfin, ça peut être identique, mais ça peut aussi ne pas être exactement similaire, tu vois. Et voilà quoi. Ouais. Ouais, ok, non, mais Mais voilà, pour l'histoire c'est ça. de la dominance, en tout cas, c'est vraiment moi, j'appuie, tout l'enseignement que je fais, c'est vraiment la compréhension de comment les choses fonctionnent. Vraiment pas du pourquoi parce que, je le redis, hein, mais le pourquoi, de toute façon, tu peux pas savoir honnêtement, regarde, tu viens en 1 minute, mais comment tu veux savoir ce qui s'est passé ici? Alors oui, tu peux te dire: «OK, là, j'ai mes moyennes mobiles en petit time frame, hein, ça c'est du 5 secondes et ça c'est du 15 secondes», tu vois? Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un algo qui joue ces moyennes mobiles et qui a déclenché un ordre d'achat ici. Mais peut-être que c'est Jean-Bob la whale qui a acheté ici, parce qu'il avait envie Ouais, d'acheter. Tu ouais, tu peux pas savoir qui fait quoi, en fait, tu vois? À chaque instant dans le marché. Donc c'est ça. donc la raison précise d'un mouvement de prix, c'est très difficile. Regarde, Ah, puis tu deviens fou en plus après, non, quoi. mais c'est sûr. En C'est impossible, deux, tu deviens fou, et puis trois, tu fais plus rien, quoi. il y a des trucs, OK, regarde, là, par exemple, on va aller voir un truc intéressant. Par exemple, quand des fois, tu peux savoir exactement pourquoi, mais parce que là, c'est quand ça se passe on-chain, là, c'est intéressant parce que tu peux avoir des pistes. Tu peux avoir et c'est pour ça que quand il se passe des choses on-chain, tu vas avoir il y aura une influence sur le marché qui est plus importante parce que l'information est connue. L'information est connue quand ça se passe on-chain, mais elle est pas connue, quand ça se passe sur un échange centralisé, tu sais pas qui fait quoi, tu vois? Par contre, par exemple, on pourrait prendre le cas de Ethena. Je sais pas si on voit encore mon écran. On voit Bitcoin. Ouais, on voit TradingView, mais par contre, quand je switch, on voit pas. On- Non, non, ça Ok, reste parce sur que BTC. ok, bon, c'est pas. Je voulais prendre l'exemple d'un shitcoin sur Dex Screener, mais c'est pas grave, je le montrerai pas. Je vais prendre ça comme exemple. On voit par exemple Ethena. Ethena, on a eu un mouvement, je sais plus quand est-ce qu'on a eu le mouvement. Ouais, voilà. Là, on a eu le mouvement sur Ethena. Mais pourquoi on a eu ce mouvement? Ce mouvement, il a été catalysé parce qu'il y a le projet de Trump qui a acheté de l'Ethena. Donc, l'information, elle a été connue on-chain, comme quoi il y avait eu un achat je crois, un demi-million, un truc comme ça. Et donc, c'est pas
c'est pas parce que c'est pas l'achat du projet de Trump qui a fait pump le prix, mais c'est l'information comme quoi le projet de Trump avait acheté de l'Ethéna qui pousse les gens à se positionner sur Ethéna et donc tu as un mouvement de FOMO qui se met en place et tu as un mouvement qui peut par la suite, être, soutenu et donc on peut avoir une continuation haussière ou on peut avoir un retour mais ce que je veux dire, c'est que là, l'information, elle est connue et elle peut avoir une influence sur le prix. Mais donc là, on a vraiment l'exemple d'une information qui est connue et qui a une influence. Mais c'est pas l'action, de l'achat de Trump qui a fait pump le prix, c'est juste, l'information comme quoi ça avait été acheté. C'est là est la différence, tu vois? Et le truc, c'est que Ouais, 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 la plupart du temps, les mouvements de marché, bah, en fait, les raisons exactes, à part venir à chaque instant et venir aller faire une interview de tous les participants à ce moment-là, bah, tu peux pas savoir oui, oui, pourquoi ça pump, pourquoi ça dump. Et, tu sauras jamais. justement, tu n'as pas besoin de le savoir pour agir. Parce que justement, toi, évidemment, si tu sais les choses en avance, bon, dès d'initié, etc., ce n'est que meilleur. Mais le truc, c'est que nous, à notre niveau, en tant que retail, on peut pas avoir accès à ces informations, tu vois. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, réellement, c'est juste réagir en fonction d'observations qu'on est en train de faire, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, on n'a pas besoin de savoir bah, pourquoi telle crypto pump et tel autre dump en même temps. Oui, bah, ça arrive, tu vois. En fait, de toute façon, tu peux pas savoir. Si tu veux savoir exactement les choses, tu deviendras fou. C'est ce que je dis, de toute façon, tu peux pas. Enfin, Ah, tu peux pas. à la limite, sur les très grosses unités de temps, bon, tu peux te dire, ok, ah oui, là, il y a eu ça, machin, un truc. Les choses finissent peut-être par savoir, mais bon, sur du 1 heure ou même du daily ou des trucs comme ça, c'est mort, Ah, c'est mort. tout simplement. Et ouais. Donc, Ok. ouais, là, on est quand même, on est pas mal, à mon avis. Je sais pas si on va. Ce que je disais, c'est qu'on va peut-être se téléporter à 120, mais en tout cas, là, on est en train d'accepter le range, hein. En haut, on est vraiment tout en haut de notre. On est même sorti là, on est sorti du volume profile, quoi. Donc si on n'a pas de réintégration, si on n'a pas réintégration de toute cette structure-là, c'est plutôt une continuation haussière qui se dessine, à mon avis. Après, voilà, ce qu'il faudra faire attention, c'est si on réintègre, on peut tout à fait, break le 1 heure, mais par contre, ce qui serait un peu chaud, c'est si on passe les, 98 000 là, ouais, le profile, bah là, si on passe le POC là, c'est là où on a tout le positionnement, le plus gros du positionnement qui s'est fait et puis derrière, derrière, c'est le 4 heures. Tu vois? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi on n'est pas revenu combler ça? Ça, c'est quand même suspect, tu vois? Le fait qu'on soit pas revenu dans Revenu cette stack de zone. la messe. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de le est-ce qu'on tu vois, on peut se poser la question du pourquoi, mais derrière le marché, en fait, il fait ce qu'il veut. Il se fait ce qu'il veut. S'il a pas envie s'il veut lécher, pardon, s'il veut laisser la mèche telle quelle, il va la laisser, tu vois? Ouais, Par ouais, contre bien sûr, ouais, ouais. par contre, évidemment, tu vois, si on vient là, c'est intéressant parce que tu combles la mèche, tu rentres dans le 4 heures, tu seras en bas de la value et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu fais juste une déviation, tu réintègres le range et tu reviens en bas de range. Et donc là, en fait, ça continue de faire un ping-pong, quoi. Donc voilà, quoi. C'est moi, le constat que je fais, c'est que par rapport aux data que j'ai sous les yeux, les choses m'indiquent une continuation haussière. Maintenant, ça peut être une simple déviation pour une réintégration derrière et venir savater tous ceux qui sont ici, sous 85. C'est pas parce qu'on n'est pas, en euphorie extrême qu'on peut pas ne pas avoir de correction, quoi. Ça franchement, derrière, ça, je sais pas parce que, je peux juste faire le constat au présent de ce que je vois. C'est tout. Derrière ça, je peux pas, je peux pas faire de prédiction, en fait, ça, c'est pas possible. La prédiction, je peux pas faire. Je peux essayer d'anticiper, mais je peux pas prédire et personne ne peut le faire. C'est-à-dire que tous les influx qui vous disent: «Oui, on va aller à tel prix» et cetera, ils se foutent de votre gueule. En fait, c'est pas qu'ils se foutent ils se foutent pas de votre gueule, mais c'est que c'est du boulot d'influenceur, c'est du boulot de c'est pas du boulot de trader, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas savoir ça avec exactitude. Enfin, tu peux avoir raison in fine et ça te fait plus d'audience mais tu peux surtout avoir tort, quoi. Et souvent, les gens qui vont vous dire: «Oui, moi, j'ai une target à tel prix» ou et cetera, enfin, des trucs complètement ubuesques, en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Moi, je peux essayer de déterminer des targets, hein. J'ai donné des pistes dans la dernière vidéo que j'ai faite, mais en Ouais. fonction d'outils qui sont objectifs. C'est-à-dire que moi, je pose une VWAP ancrée et je me dis: «OK, on peut aller là parce que je fais une observation sur les cycles précédents, on n'est pas allé plus haut», tu vois? Mais je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Oui, oui, bon, de toute façon, c'est pas. Je pense que tout le monde dans le Discord. Voilà. Après, tu as toujours le réflexe de demander, ouais, tu penses que, mais bon, je pense pas que ça soit vraiment des.
quand les gens demandent ça, je pense pas que ce soit vraiment que je suis pas sûr qu'ils cherchent tous un biais, enfin que tu confirmes que parce qu'eux ils veulent que ça aille là, tu vois. C'est peut-être plus parce que je sais pas comment dire. Moi, je sais que quand je pose ce genre de questions, je le pose plus trop d'ailleurs parce que voilà, mais c'est plus dans l'attente de au cas où moi j'ai pas vu quelque chose que quelqu'un de plus expérimenté aurait vu quoi. Ouais, Tu vois où je veux en venir? ouais, bien sûr. C'est style, j'en sais rien, ouais, tu penses qu'on peut aller là, tu vois, bah je sais pas, fais gaffe, il y a le tunnel 4 heures par exemple, tu vois. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Je Mhm. pense que c'est peut-être plus que. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, non, bien sûr. Après, tu vois, là, il y a un truc, une observation que j'ai faite qui est intéressante, mais je crois que c'est Hitbull qui l'a faite aussi, mais c'est que quand tu regardes l'activité sur le Discord, en fait, l'activité colle au funding rate. Et justement, moi, le questionnement que j'avais, c'était est-ce qu'il y a moins d'activité sur le Tron parce que l'activité s'est dispersée entre différentes communes ou est-ce que, il y a moins d'activité parce qu'il y a moins d'activité? Mais le truc, c'est que moi, j'ai aucun moyen de vérifier si l'activité s'est dispersée entre, différentes communes. Il y a un côté qui est logique, tu vois? Il y a beaucoup plus de monde sur le marché et cetera, beaucoup plus de compétition à ce niveau-là, tout ça. Donc en fait, on peut admettre que c'est le cas. Le truc, c'est que quand tu vois qu'en fait, l'activité, la courbe d'activité, elle est collée au funding, bah, tu peux te dire que oui, l'activité s'est dispersée, mais il y a quand même moins d'activité parce que quand tu regardes le funding rate, au final, c'est un agrégat de tous les échanges. Donc même si les gens se sont dispersés entre plusieurs communautés, bah, elles utilisent toujours les mêmes échanges et donc au final, force est de constater que l'activité, elle est liée au funding, les courbes sont corrélées et donc bah, là, ce que je vois, c'est qu'au final, les gens, ils sont pas en leverage, quoi. Peut-être qu'on est sur des plus hauts sur l'open interest, mais ils sont pas tant leveragés que ça. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est plus ou moins équilibrée entre le spot et le futur, voire là, actuellement, on a un excès de demande sur le spot. Sur des niveaux qui sont bah, historiques. Ah, c'est ouf quand même. Mais moi, je me demande, j'en parlais bah, hier avec un pote qui est pas du tout dedans, mais à l'époque, il avait acheté le top de 2018. Ouais. Et je me faisais la remarque, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde quand même où, cycle après cycle, les gens qui achètent des tops et qui se font niquer, enfin, je veux dire, ça commence à être de plus en plus connu quand même, le phénomène de oui, il faut acheter quand ça se casse la gueule, etc. Je veux dire, sur les premiers cycles, il y avait tellement peu de monde par rapport à aujourd'hui que bon, voilà. Le dernier cycle, c'est là où concrètement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est là où il y a eu le plus de nouveaux venus dans le marché qui n'avaient rien à voir avec le trading, entre guillemets. C'est là où il y a eu le plus de random, je pense, qui se sont intéressés et qui ont acheté des tops, tout ça, etc. Est-ce que cycle après cycle, en fait, ce côté de je vais pas acheter un top, Mhm. ok, ça a trop pumpé, j'achète pas. Est-ce que les gens ne le disent pas de plus en plus, ne serait-ce que par des particuliers, des potes à eux qui sont fait niquer comme ça, de plus en plus de youtubeurs, etc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça, c'est un piège, entre guillemets, qui va pas de moins en moins marcher quand même? Ouais, je sais pas. Tu vois, là, par exemple, Bitcoin n'a jamais été aussi haut, nanani, nanana, je veux dire, enfin, je sais pas, j'ai un doute. Honnêtement, je sais pas trop. Après, moi, je pense que le retail, normalement, qui rentre sur le marché, je suis pas sûr qu'il va être ultra intéressé par Bitcoin à 100 000. Parce que si tu réfléchis un peu, après, je dis si tu réfléchis un peu, mais bon, là, maintenant, actuellement, à 100 000, tu n'as pas un upside qui est extrêmement élevé par rapport à autre chose. Tu vois, par rapport à, je sais pas, n'importe quel shitcoin. Ne serait-ce que Doge a un meilleur upside que Bitcoin, tu vois. Si je prends, pas ça, non, c'est pas VWAP. Si je prends ma template, pour moi, l'upside actuel sur BTC, alors après, évidemment, j'en sais rien. Ça, c'est Ether. Si je prends Bitcoin, on va prendre l'index. Pour moi, l'upside, bah d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de break. Là, on est en train de break la déviation en cours. Pour moi, l'upside, il est maximum, tu vois, pour le moment. Pour le moment, hein, parce que ça peut évoluer avec la volate. Non, Mais pour le attends, ouais, excuse-moi, quand tu dis upside, tu veux dire quoi par là? bah, c'est-à-dire que l'évolution du prix à la hausse, c'est que le retour, si tu achètes maintenant, je pense que tu peux faire. Tu vas pas doubler, quoi. En fait, tu peux doubler. Je sais pas si on peut aller à 200K, mais actuellement, je pense pas qu'on puisse aller plus haut que 170, 170, 190 et encore, tu vois. Parce que C'est déjà énorme. bah, c'est déjà énorme, mais à mon avis, il y a des choses qui peuvent faire beaucoup plus. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que
se positionner maintenant sur Bitcoin quand tu vois que d'où on part, il a été beaucoup plus important jusqu'à maintenant, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. la personne qui arrive maintenant et qui veut faire de la performance, je suis pas sûr que ça soit pertinent pour elle de se positionner sur Bitcoin. Alors après, ça sera peut-être plus safe, bien sûr, mais à mon avis, il y a un moment donné, c'est-à-dire que si encore des si, tu vois? Mais si l'histoire se répète, il y a un moment donné où les alts vont exploser. Il y a un laps de temps où les alts vont exploser et c'est, un laps de temps qui va être très court et qui va être très violent, quoi. Et ça, c'est un fait. Ok, ouais, je sais pas, moi j'ai ce petit truc de me dire que les gens, le monde où tout le monde achetait des tops dès qu'on commençait à voir que Bitcoin il pumpait de ouf, Ouais. je me demande s'il n'est pas un peu fini. Ah, mais en fait, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, c'est un biais humain, c'est un truc humain. C'est-à-dire que les gens, ils sont Ouais, mais toujours non, mais, être non, mais bien sûr, il y aura toujours des gens qui auront envie de le faire, il y aura toujours des gens qui vont le faire, mais je pense qu'il y aura, enfin, je pense, hein, mais à mon avis, il y a quand même de moins en moins de gens qui vont se faire avoir parce que voilà, il y a tellement de gens qui se sont fait avoir, et de plus en plus, chaque fois, il y a de nouveaux gens qui se font avoir, il y a de nouveaux gens qui retiennent la leçon, etc. Il y a de nouveaux youtubeurs, de nouveaux machins, de nouveaux trucs. Tu vois. Après, je sais pas, je t'avoue, je passe pas ma vie sur Insta, Twitter et YouTube non plus pour regarder qui dit quoi, mais en fait, j'en parlais avec mon pote, avec un pote à moi, celui qui avait acheté le top de 2018, là, ouais. et qui disait j'en parlais avec lui, et il me disait, mais là, c'est mort. Je lui disais, fais gaffe si tu veux en acheter maintenant, quoi, tu vois, mais il me disait, non, mais c'est mort. C'est mort, ça a trop pumpé, c'est trop monté, je ferai pas la même connerie, quoi. Si j'en achète, c'est quand ça se sera cassé la gueule, quoi. Tu vois, et pourtant, il a rien à voir. Il a acheté du Bitcoin en 2018 et pas en barre, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il a bien ce réflexe de se dire, j'achèterai quand ça se sera cassé la gueule, tu vois. La prochaine fois, je louperai pas le train, quoi. Dès que ça se pète la gueule, j'achèterai quand ça aura chuté, quoi, tu vois. Pourtant, il n'a rien à voir avec le trading. C'est un pote que je vois pas hyper souvent non plus, et avec qui j'ai jamais vraiment énormément discuté trading ou quoi que ce soit. En même temps, c'est nouveau pour moi et je le vois pas souvent, donc bon, voilà. Mais tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un peu le sentiment que les gens, il y a peut-être un monde où les gens comprennent de plus en plus que c'est quand ça se casse la gueule qu'il faut investir, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas sûr à 100 parce que moi, tu vois, moi, mince, les exemples que j'ai, c'est on est souvent venu me demander des conseils en investissement sur des moments qui étaient proches de top. Et l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai un exemple très simple, c'est que quand j'ai un bon pote qui va venir me voir et qui va me dire: «Ouais, est-ce que tu peux gérer de l'argent pour moi?» Ça va être proche d'un top et j'ai Oui, oui, t'inquiète. et honnêtement, en fait, j'ai déjà fait le test et j'ai déjà accepté, OK, bah, si tu veux, je peux investir, 2 500, de 2 500 ou 3 000 € de ma propre poche, tu vois, ma propre bankroll pour toi. Et en fait, c'est un truc qui a été fait proche d'un top et en fait, moi, à chaque fois, je dis: «Non, de toute façon, c'est le top, je vais rien faire», tu vois? Et donc moi, je vais toujours dire: «OK, il faut attendre». Et le truc, c'est que tu attends, tu attends, tu attends et cette même personne, c'est à chaque fois, elle me fait le coup. C'est-à-dire que quand on est au bottom, elle me dit: «Bah, au final, oublie, je veux pas que tu le fasses à ma place, de toute façon, j'ai besoin d'argent», tu vois? Et donc en fait, à chaque fois, c'est toujours le même cycle. C'est-à-dire qu'au top, on va me faire, ce genre de proposition. On va me dire: «Oui, est-ce que tu peux investir 3 000 € pour moi?» Un truc comme ça. Et au bottom, on va me dire: «Non, mais en fait, au final, ne le fais pas parce que c'est trop tard, enfin, parce que j'ai besoin d'argent» ou quoi que ce soit, tu vois? Et c'est une espèce de pattern qui se reproduit à chaque fois, tu vois? Où de sang, au plus un truc va augmenter, au plus les gens, ils vont être attirés par ça. C'est tu Ouais, oui, bah, ça fait de plus en plus de bruit, donc c'est logique, ouais, Oui, mais oui. de là à ce que les gens maintenant, enfin, il y aura toujours des mecs de toute façon qui vont acheter des tops, il y aura toujours ça changera jamais, quoi. Mais ouais, peut-être de moins en je sais pas, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Il y a Ahmed qui pose la question, qui dit: «On est actuellement en QT». On n'est plus en QT, je crois, hein. Ça fait un moment que ça on n'est plus en QT, hein. Je suis plus sûr. Le QT, je crois qu'on l'a arrêté depuis un moment. Enfin, depuis un moment. Surtout, je sais plus exactement, mais d'autant plus qu'on est en train de baisser les taux. Là, normalement, on est censé les baisser encore la semaine prochaine. Justement, hein, justement, là, on est plus, dans une période qui est proche d'un début de QE que d'un QT, hein. Maintenant, le truc, c'est que quand tu regardes, si je prends BTC et que je prends les taux, faites fou. Bon, après, je suis pas non plus fan de ce genre de chart, parce que de ce genre de comparaison, parce que à chaque fois, c'est vraiment le contexte macroéconomique qui importe. Mais quand tu regardes, les taux, là, on a commencé à les baisser depuis un moment. En général, le moment où les taux chutent brusquement, c'est là où on crache, hein.
Mais c'est-à-dire que c'était le cas sur le dernier cycle. Je vais mettre la charte en log plutôt. Il y a pas énormément en plus, il y a même pas énormément d'occurrences. Mais en général, c'est ce qui se passe. Mais maintenant, ce qui se passe surtout, c'est que c'est justement, c'est là où vous avez plus la raison de vous poser la question du pourquoi, c'est quand on parle de macro. C'est-à-dire que là, pourquoi on a baissé les taux? C'est on avait le contexte Covid. C'est-à-dire que là, les taux, ils ont chuté brusquement. Si on a une baisse de taux qui est vraiment prolongée dans le temps, on n'aura pas cet effet. À mon avis, on n'aura pas cet effet on n'aura pas cet effet-là avec une chute brusque des taux et un marché qui panique. Et c'est vraiment pour pouvoir avoir un événement de cette ampleur, il nous faut un Black Swan. Et un Black Swan, c'est la définition du Black Swan, c'est que vous pouvez pas le prédire. De toute façon, le Black Swan, vous le prenez dans la gueule, c'est que ça soit guerre mondiale ou quoi que ce soit, et tu peux pas l'anticiper, hein, c'est le principe du Black Swan. Après, il y en a qui l'anticipent, mais en fait, c'est des mecs qui vont parler du Black Swan chaque semaine et qui vont vous dire: OK, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et à un moment donné, oui, ils vont avoir raison. Mais le truc, c'est que avant d'avoir raison, ils vont avoir tort pendant un laps de temps qui est potentiellement énorme. Parce que je peux vous dire toutes les semaines que ça va dump, et à un moment donné, je vais avoir raison, ça va dump. Ce qui est normal. Dans Et l'autre... tu pourras dire, je vous l'avais dit. Bah oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais c'est ce que font. Il y en a qui sont très bons pour faire ça. C'est comment il s'appelle? Bon, je vais pas dire Taleb, mais il s'appelle Nouriel. Nouribi ou Noubiri, je sais plus comment il s'appelle, Docteur Doom. Mais son pseudo, c'est Docteur Doom parce qu'il avait prévu les subprimes. Mais c'est les pessimistes, en fait. Les pessimistes. Et voilà, il y a Kiyosaki aussi. Kiyosaki, il en parle tout le temps. Il dit tout le temps que c'est la merde. Bah, voilà, Capo, c'est exactement ça. Capo, c'est exactement ça. C'est le crypto pessimiste qui te dit qu'à chaque fois, ça va dump. Et forcément, il y a un moment donné où il va avoir raison. C'est de fait, de fait. Mais en fait, toutes ces personnes-là, elles ne savent pas. Toutes ces personnes-là ne savent pas, tu vois. Parce que c'est un fait, c'est que personne ne peut prédire le futur, tu vois. Après, oui, il y a des gens qui le font. Mais enfin, qui agissent sur le présent et c'est en agissant sur le présent que tu construis le futur. Mais tu peux pas. Tu vois, tu me poses la question, ne serait-ce que me je peux te donner des targets en fonction d'outils que j'utilise, mais en réalité, qu'est-ce que j'en sais, tu vois? À tout moment, on explose mes targets, à tout moment, on va à 300K, j'en sais rien, tu vois? Mais c'est pour ça, à chaque fois, quand on me dit, je suis pas fan des targets. Je suis pas ultra fan des targets parce que, sauf évidemment, tu vois, quand tu es sur des unités de temps qui sont beaucoup plus courtes, ça, OK. Mais sinon, sur une horizon vraiment très grande, je préfère analyser le contexte de marché au jour le jour et me dire: «OK, ça pue la merde», bah, je prends une décision, je me casse, tu vois? Ne serait-ce que ce qui s'est passé en mai 2021. Parce qu'en mai 2021, on pourrait refaire, hein, ça, c'est intéressant. On pourrait retourner sur mai 2021. Bah, en fait, quand tu es ici, tu vois, quand tu es là, OK, bah, tout, je vais pas dire tout, mais tu peux te dire: «OK, on va peut-être aller à 120K et cetera, enfin, on va peut-être aller à 100K», peu importe, tu vois? Mais le truc, c'est que et même, je pense que je vais pas le faire, mais on aurait pu avoir, en utilisant, des modèles ou quoi que ce soit, avoir des targets qui sont ultra ultra éloignés, tu vois? Le problème, c'est que si toi, tu te mets dans la tête que tu as acheté à je sais pas combien, on va on va dire, peu importe, tu as acheté ici à 10 000 et tu rides tout ça et en fait, tu as une target qui est à 100 000, mais tu as une target qui est à 100 000 parce que tu as des éléments qui sont complètement rationnels pour te dire: «OK, on va aller à 100 000, ma target elle est à 100 000, je vends pas avant 100 000». Le problème, c'est que quand tu arrives ici, je retire ça, je vais enlever le log. Quand tu arrives ici en weekly, non pas en weekly, ouais, si en weekly c'est bien. Non, pas weekly, daily c'est une bonne unité de temps. Quand tu arrives en daily et que tu vas avoir déjà ce premier signe ici, déjà vendre le top, c'est surcoté. Déjà, il faut se dire un truc, c'est que vous voulez acheter les bottoms, vendre les tops, c'est surcoté. Si vous allez la personne qui va réussir à vendre le top, la plupart du temps, elle le fait par chance, OK? C'est pas par, talent, mais c'est la plupart du temps, c'est par chance, tu vois? Bref, quand vous avez ça, vous prenez ça dans la gueule, tu vois? C'est-à-dire que tu une super structure, hein, belle structure et que du coup, là, t'enfonces ce premier niveau-là. Là, tu te dis: «Il y a un problème». OK? Mais en général, quand tu enfonces ça, il y a un rebond et encore, pas tout le temps, tu vois? Donc déjà et je vais dire un truc, il y en a qui vont peut-être me taper dessus, mais déjà ceux qui vont paniquer et qui vont vendre ça là, en sachant que tu es rentré beaucoup plus tôt. Déjà, tu as vendu ça, bah, tu vends pas forcément de manière optimale par rapport à ce qui est possible parce que par la suite, mais bon, tu sais pas ce qu'il va y avoir par la suite. Mais au moins, tu vois, tu as fait une super plus-value. Donc déjà, quand tu as ça, tu te dis: «OK, il y a un problème».
t'as ton rebond, et ton rebond, en fait, il échoue dans ta reload zone, tu vois. Ton rebond, il échoue dans ta reload zone. Là, en plus, tu vois que tu combles un beau déséquilibre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe surtout? C'est que tu vois déjà que tu perds ta dynamique, hein. On tient le 4 heures, tu breaks ton 4 heures. C'est des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quand on était là, ici, hein, on pouvait tout à fait consolider et repartir à la hausse. Ok. C'était une possibilité. Mais le truc, c'est que tu as quand même vraiment un beau break. Là, ta market structure, et tu vois qu'elle est en train de changer quand même. Et là, derrière, bah, tu as une seconde opportunité de sortie, c'est quand tu as le break de ton. Honnêtement, ceux qui sont sortis sur le break du support ici, hein, tu vois, ou même si, voilà, sortir sur support, c'est pas top. C'est pas top. Mais il faut quand même se dire qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vois. Mais ceux qui sont sortis sur le break du support ici, eh ben, je peux te dire qu'ils ont été contents parce que ce qu'ils se sont pris dans la gueule derrière, bah, c'est dur. Moi, je me rappellerai toujours de mai 2021. Il y avait du sang et des larmes, hein, partout, hein, sur le Discord. Et T'entends parler avec cette ouais, histoire, je m'en souviens. il y avait du sang et des larmes. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a un truc qui, tu vois, au-delà de la technique, il y a un truc. Alors, il y en a qui vont pas forcément être d'accord avec moi, mais il y a un truc qui joue, c'est l'instinct, tu vois? Il y a un moment donné où tu te dis: «Je le sens pas», et il faut juste que tu prennes la décision. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit: «Ouais, en fait, l'instinct, c'est pas possible en trading», et cetera, et j'ai lu, tout et son contraire. Et en fait, j'ai lu, si tu lis Mémoires d'un spéculateur, tu te rends compte que Livermore, même s'il était très, très technique, bah, il y a pas mal de décisions, et de bonnes décisions, qui ont été prises avec son instinct aussi. Où il s'est dit, «Là, je le sens, il faut que j'y aille», ou «Je le sens pas et il faut pas que j'y aille», tu vois? Et Et excuse-moi, t'avais partagé un truc dans le Discord là-dessus, ouais, ouais, non? sur ça. C'est une nana, là, j'ai mangé son nom, là, je sais plus du tout. Oui, c'est, C'est Denise Schuhl, je pense. je sais plus, je pourrais pas dire. Mais ouais, je m'en souviens, je l'avais vu, ouais. Bah, les Dans les Fedar aussi, je sais plus quoi, non? les meilleures décisions, en gros, la plupart du temps, c'est des décisions où tu as un doute. C'est les meilleures décisions que tu vas prendre, c'est tu vas pas être sûr de toi à 100 en réalité. Tu vois, la plupart du temps, c'est ça qu'elle dit, c'est qu'il y a toujours une micro touche de doute, tu vois? Et des fois, tu le sens, en fait, tu vas peut-être avoir, il y a des situations où tu vas être dans un contexte qui est ultra technique, et cetera, et en fait, tu as un doute, toi, tu as un soupçon de truc qui te dit: «OK, il faut que je le fasse ou pas que je le fasse», tu vois? Je sais pas comment expliquer, c'est un peu, Bah, c'est l'expérience aussi, non, je pense? ouais, bah, là, évidemment, l'expérience joue. C'est-à-dire que tu peux pas arriver sur le marché et te dire: «OK, je le sens, je prends le trade, je le sens», tu vois? Ça marchera pas, c'est-à-dire, ça marchera pas, tu vois? Ça marchera pas. Après, d'autant plus, surtout si tu as pas les concepts de risk management et de money management, enfin oui, de risque et de money management. Parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus important. En réalité, honnêtement, tu pourrais prendre tes trades enfin, pas n'importe comment, mais presque, franchement, vraiment. Il y a même des études sur ça, sur les stratégies de trading, aléatoires, tu vois? Tu pourrais le faire avec un bon money management et tu peux être performant, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être performant en prenant tes trades, enfin, techniquement, tu pourrais l'être en prenant des décisions de trading à pile ou face, quoi. Mais, sous Bah, de toute réserve façon, le trading, est-ce que c'est pas un peu ça, de toute façon? mais Ça veut dire, de toute façon, soit ça monte, soit ça descend, bah, c'est-à-dire que en fait, c'est surtout trouver des contextes techniques qui, par observation, par travail, par backtesting en amont, te donnent un avantage par rapport au reste. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas étonné qu'il y ait des mecs, enfin, en gros, le pile ou face, entre guillemets, ça, sur le papier, ça peut marcher, parce qu'au final, Bah, c'est un peu ça, quoi. Soit il y a un marché qui monte, soit il y a un marché qui descend, soit il y a un marché qui latéralise. Donc, dans le cas où ça latéralise, tu t'en fous, tu perds, tu gagnes pas. Mais après, sinon, après, il faut rentrer dans le, comment dire? C'est-à-dire que après, ce qui va déterminer derrière, c'est ta gestion du risque. Sur une stratégie aléatoire comme ça, évidemment, c'est la ouais, gestion ouais, du non, mais risque. bien sûr, ouais, on peut pas faire n'importe quoi, là, c'est clair. Mais, je sais pas si je peux pas, est-ce que je peux mettre mon écran, fermer la fenêtre? Attends, il faudrait que je prenne ça, il faudrait que je change, il faudrait que, est-ce que là, vous voyez? Là, vous avez, Dextrainer. Voilà, là, c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'était par exemple sur, je vais passer vite fait sur ça. Je prends Jack. Là, par exemple, ce qui s'est passé, c'était où? Là, les mouvements de prix, ce qui est intéressant quand tu es on chain sur ça, c'est que les mouvements de prix, tu peux savoir
la raison, tu vois, en fait, tu sais, comme tu sais qui fait quoi et que tout est public, en fait, tu sais que si s'il y a eu ce mouvement de prix, c'est parce que telle personne a vendu ou acheté, tu vois? Et donc en fait, là, tu sais qu'il y a une personne sur cette bougie-là, il y a une personne qui a vendu, je crois c'est 1 du supply ou un truc comme ça. Il y a un moment donné, je sais que, bah, c'est Carré qui a vendu à un moment donné. Carré Bleu qui a vendu et qui a fait dump le prix, je sais plus exactement à quel endroit. Là aussi, tu vois? Bah, voilà, c'est ce que je disais là, c'est quelqu'un qui a vendu, bref, c'est pas ça que je voulais dire. C'était, tu vois, les simulations de Monte-Carlo, par exemple, quand tu fais une simulation de Monte-Carlo, Ça, heu, j'ai jamais compris ce que c'était ça. bah, en gros, regarde, Bon, je demanderai à ChatGPT, c'est un truc long et qui a déjà été vu. parce que vous pouvez le lire, hein, ça utilise des procédures aléatoires. En gros, vraiment en gros, parce que j'ai pas envie de rentrer dans l'explication scientifique, mais c'est une méthode algorithmique qui utilise des procédés aléatoires. Et donc, ce qui est intéressant sur le site, je l'ai perdu. Ce qui est intéressant sur ce site, la BGéométrique, et qui est super, hein, parce que qui est gratuit, et vous avez plein de data on-chain, etc. Et c'est qu'on peut faire une simulation de Monte Carlo sur l'année passée. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que toutes ces charts-là, elles sont générées de manière aléatoire. OK? Et ben, la chart du Bitcoin, on l'a ici, et ben, elle est pas si différente que ça par rapport à n'importe quelle chart générée de manière aléatoirement, tu vois? Et ben, ça, on peut le faire pour n'importe quelle chart de prix, OK? Et si on fait une simulation sur les 100 prochains jours, il y a tout. Quand je vous dis que tout est possible, quand on me pose la question, qu'on me dit: «Est-ce que c'est possible de retourner à tel prix? Est-ce que c'est possible de faire ça, si?» et cetera. Bah, oui, 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 oui. effectivement, oui. C'est en fait, ma réponse, ça va toujours être: «Oui, c'est possible». Est-ce que demain on peut se retrouver à 85 000? Bah, oui, c'est possible. Est-ce que demain on peut se retrouver à 30 000? Oui, c'est possible. Bah, il y aura probablement une raison qu'on retourne à 30 000 aussi vite, évidemment, tu vois? Mais en fait, tous les chemins, ils sont possibles, et tu pourrais faire parce que là, sur la simulation, il y a que quelques chemins possibles. Mais en réalité, on pourrait faire une simulation avec beaucoup plus d'outcomes, et tu te rendrais compte que tous les chemins sont possibles. Mais ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'évolution du prix, quand on regarde, on voit que on n'est pas sur la chart, elle ressemble, aux autres, au final. On aurait pu être la courbe bleue ici. Pourquoi pas? On aurait pu, bon, on aurait peut-être pas pu être la verte parce qu'elle est quand même, non, quoique ça aurait pu, en fait, on sait pas. En fait, il aurait fallu qu'il se passe, certaines choses, si en fait, avec des «si», on peut refaire le monde, hein. C'est pas C'est clair. À la limite, tu demandes à Larry Flynn et lui, peut-être, il peut te dire ce qui va se passer, mais Bien sûr, parce que le truc, c'est que et ça, c'est toujours pareil sur un marché, c'est qu'au plus vous avez un niveau d'accès à l'information qui est élevé, au plus vous aurez un edge par rapport et c'est toujours pareil, je dis edge, mais c'est sans le H, hein, par rapport aux autres par rapport au reste du marché. C'est les gens qui ont accès à une asymétrie d'information, forcément, à partir de ce moment-là, quand vous avez accès à une asymétrie d'information, vous avez un avantage qui est considérable par rapport au reste. C'est pour ça que c'est un truc que j'arrête pas de dire, mais c'est un truc que j'arrête pas de dire, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais il y a un avantage, beaucoup plus conséquent à passer son temps dans les conférences crypto que derrière des charts, en fait. C'est une réalité, c'est-à-dire que quand tu rencontres des gens, tu te fais pistonner, on te dit, on te donne des informations, des insights, et cetera. C'est vrai que potentiellement ça peut être beaucoup plus rentable que de mais bon, après voilà, c'est un autre monde, il faut avoir, le temps, l'envie, faut dire le contexte familial, et cetera. Ça a rien à voir. Mais oui, voilà. C'est-à-dire que quand tu es à un niveau où tu es un retail, chez toi, derrière ton ordinateur, de toute façon, tu ne pourras pas savoir exactement pourquoi il se passe ça, pourquoi ci, pourquoi ça. La majorité des mouvements de prix, ils sont pas explicables, vraiment de manière très précise. Voilà, je pense que je vais finir sur ça. OK. Bah, écoute, c'était, Si vous avez bah, je vais quand même dire, si vous avez des questions rapidement, je sais pas si j'ai vu qu'il y avait peut-être des questions. Meilleur moment pour acheter du bitcoin, c'était pile 1 an après par rapport au top de lancement. Oui, oui, mais en fait, tu peux attends, je vais switcher encore. C'est change window. Tu peux vérifier, hein, tu peux regarder, peux prendre le top. Alors après, quel top on prend? C'est toujours pareil. Il y a pas de consensus sur ça parce qu'il y en a certains qui enfin, je sais pas s'il y a un consensus pour dire que le top, c'était plus, avril 2021. C'est compliqué. Franchement, il y en a qui disent ça et il y en a qui disent non. Il y en a qui disent que non. Donc, moi, on va faire les 2. Là, c'est 596 jours, top, bottom, et l'autre, c'est 365 à peu près. Donc oui, c'est à peu près ça. C'est entre le top et le bottom, il y a 1 an, quoi.
Et je crois que si on regarde, c'est à peu près ça à chaque fois, c'est 1 an. Après, voilà, les comparaisons, le problème des comparaisons, c'est que comme on n'a pas assez de data, enfin, on n'a pas assez d'échantillons au niveau macro, j'ai du mal à me dire qu'à chaque fois, ça va toujours être la même chose. Est-ce que ça va être le cas? Si c'est le cas, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est facile. Mais voilà. Parce qu'après, du bottom jusqu'au top, ça voudrait dire, entre le bottom de 2018 et le top de 2021, on a, 1000 enfin à peu près 1060 jours, un truc comme ça. Tu vois? Est-ce que là, ça veut dire on a quoi? 1060, ça veut dire, ouais, en gros, ça veut dire fin 2025, quoi. Je sais pas si ça va être si facile, tu vois? De se dire: «OK, on est bien jusqu'à fin 2025». Je sais pas. Moi, j'ai quand les choses sont trop faciles comme ça, j'ai du mal, perso. Ah, ça paraît trop beau pour être vrai, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, après tant mieux. Il y a une vidéo, je crois que c'est, Iril qui dit c'est Iril dans une de ses dernières vidéos, enfin, c'est une interview qu'il a faite où, il dit que pour le moment, les choses se passent exactement comme elles se passent d'habitude, mais que, on va quand même avoir ce doute en permanence de se dire, «Ouais, mais est-ce et si et si et si?» Ce qui est en train de se passer exactement maintenant, hein, d'ailleurs, et c'est intéressant, le point de vue est assez intéressant. Donc ouais, c'est normal de douter. En vrai, c'est normal de douter. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question? Je regarde là où j'ai été tag, hein. Sinon oui, oui, je comprends Ali, oui, mais c'est plus, comment dire? Comment dire? Le truc, c'est que, par exemple, dans la formation, tu as un truc qui enfin, dans la formation, quand on dit comment tracer un Fibo, tu vois? Nous, on peut regarder si enfin, on peut vous apprendre à bien le tracer, mais le truc, c'est que moi, en général, quand je vais te donner une zone pour localiser, par exemple, un bon investissement, bah, je vais tracer un Fibo aussi. Ce n'est que mieux si vous réussissez à apprendre à le faire et vous rendre compte que vous avez, parce que c'est dans les cours, mais que vous avez le first stop qui peut être une zone d'entrée qui est intéressante et qui peut être une zone d'entrée qui est intéressante pour, non, il est plus bas, pour de la conti pour faire, par exemple, un low, enfin, higher low. Ouais, c'est ça. Pour faire un higher low dans notre tendance ou que vous avez, bah, la RLZ plus bas, qui peut aussi être une zone intéressante pour se positionner, tu vois? Mais voilà, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sont pas ultra, compliquées et c'est vraiment les premières des choses à maîtriser à mon avis, c'est les concepts de localisation. Parce que vraiment, je pense que je pense que juste avec la localisation et la structure, vous avez, la possibilité de faire des choses. C'est-à-dire que si vous comprenez les concepts de localisation et de structure, en fait, à partir de la structure, de toute façon, vous pouvez déduire le momentum. C'est-à-dire qu'il suffit de savoir localiser un trade et de savoir lire un peu, enfin, pas tant que ça, à mon avis, le prix, et vous êtes en capacité de se dire: «OK, je peux acheter ou je peux vendre». Sans sans prendre d'indicateurs, tu vois, de type RSI et cetera pour le momentum parce que, tout est sur le prix de toute façon, tout est sur le prix, hein. Ça c'est une certitude, c'est qu'il y a quasiment, tout. Vous prenez le prix et le temps et vous avez quasiment tout. Est-ce que je un Alors après un top, ça met des semaines, mois à se mettre en place. On a le temps de venir le Oui, 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 c'est certes, c'est-à-dire qu'un top, justement, on a le temps de le voir venir, mais un top, ça commence par un top, ça commence par ça, hein. Un top, ça commence par ce qu'on est en train de faire ici, tu vois? Donc c'est pour ça que, quand tu as des moments de consolidation comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que soit tu es en train de distribuer, soit tu es en train de réaccumuler. Donc là, le constat, c'est qu'on est peut-être en train de faire une réaccumulation, d'aller plus haut. C'est ce que en tout cas, c'est ce que disent, les news qu'on a, c'est ce que disent un peu tout, tu vois? C'est ce que disent les datas actuelles. Maintenant, si tu regardes un top, tu vois, là, potentiellement, ça avait été un top, ça on avait une période de conso, ralentissement et c'est pareil sur 2021. Est-ce que tu peux backtester rapidement une stratégie aléatoire? Bah, moi, je peux pas le faire, mais oui, toi, là, actuellement, je peux pas backtester une stratégie aléatoire, mais par contre, tu peux le faire. Essaye de le faire, essaye de le faire. Tu peux le faire à la main sur Trading. Tu peux clairement le faire. Tu te mets, voilà, à chaque instant, tu rentres et tu fais, un truc, 2 pour 1. Ça serait quoi ton objectif général de prix pour chaque market cap? Mais je n'en ai aucune, j'ai pas d'objectif général. Justement, c'est ça le truc. C'est que je peux essayer de déterminer des objectifs en faisant des trucs comme je l'ai fait en mettant, une VWAP ancrée, par exemple. Mais sinon, de manière générale, je connais pas le futur. Donc le truc, c'est que moi, c'est plus ce qui va déterminer ma sortie du marché, c'est plus le contexte général et heureusement, j'ai la possibilité d'être présent tous les jours.
mais c'est plus le contexte général qui va me dire: «OK, c'est probablement le top et il va falloir que je sorte», plutôt qu'un objectif. Parce que moi, j'ai pas spécialement envie d'être, influencé par un objectif qui ne sera peut-être probablement pas atteint, tu vois? Heu et me dire: «OK, tant qu'on n'y est pas, bah, je sors pas». Ça, c'est le truc le plus, pas débile, mais c'est un des trucs les pires que vous puissiez faire, c'est se mettre en tête qu'on va atteindre des market cap, enfin des market cap à X ou Y %, enfin X ou Y, Les enfants tu vois? de suite, donc après c'était fini. Que vous alliez atteindre 500 000 pour un bitcoin, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas, tu vois? Je sais pas. Pareil, quel multiplicateur? Je ne sais pas, je ne connais pas le futur. Encore une fois, je ne sais pas du tout. Il y a des choses, les seules choses que vous pouvez faire, c'est des comparaisons entre actifs et de manière un peu légitime. C'est-à-dire que vous voulez savoir quel, je dirais, je sais pas, on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre? Voilà, vous pouvez prendre Hyperliquid qui est super hypé en ce moment et vous regardez, vous comparez Hyperliquid avec un truc comme, par exemple, Solana et vous vous dites: «Bah, voilà, OK, il y a tel gap. Est-ce qu'il y a une possibilité de rattrapage?» Alors, peut-être pas, mais enfin, je prends un exemple à la con comme ça parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Vous comparez les différences de market cap entre les 2 et vous dites: «OK, tel multiple est possible». Mais le truc, c'est que même savoir ça, en fait, ça ne vous garantit absolument rien parce que de toute façon, il y a rien qui vous dit que ça arrivera. Donc le truc, c'est que même faire ce genre de comparaison, ça peut, bah, plus vous influencer qu'autre chose et pas forcément dans le bon sens du terme. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se contenter de ce que vous donne le marché, tu vois? Le marché, voilà, tu te contentes de ce que donne le marché, d'autant plus qu'on est sur un marché où, c'est hyper spéculatif. Tu peux même pas te baser sur l enfin, dire, j'ai un exemple très très bien. On a IO, tu vois? Qui pèse je sais plus combien en market cap. Là, je suis sur quoi là? Je suis sur la chart. On a IO et on a Render, tu vois? Et il y a une différence, je crois, de si je fais IO contre Render, bon là, IO s'est réveillé contre Render, mais jusqu'à maintenant, je crois que IO market cap de Render, c'est un fois 12 fois je sais plus exactement. Non, je crois que c'est, ouais, fois 10, un truc comme ça, je crois. Bah, pourquoi IO n'a pas rattrapé Render en market cap? J'en ai aucune idée, tu vois? J'en ai aucune idée et je le constate et je ne peux pas faire autre chose que le constater et agir en fonction de ce que me donne le marché. Le truc, c'est que IO a des revenus qui sont plus importants que Render, donc normalement, IO devrait être valorisé à un moment donné, peut-être plus que, Render ou au moins autant. Mais c'est pas le cas. Actuellement, c'est pas le cas et pour le moment, donc est-ce qu'il y a un rattrapage qui va être fait à un moment donné? Peut-être, mais peut-être pas. Donc le truc, c'est que à part constater le présent, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Vous pouvez, si, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre le risque, justement, vous pouvez faire le choix de prendre le risque que IO rattrape Render en market cap et que du coup, à un moment donné, il y ait une surperformance de IO par rapport à Render sur le marché. Mais justement, c'est là où vous êtes sur la prise de risque. Et le truc, c'est que vous pouvez pas savoir en amont que ça va arriver. Comme vous pouvez pas savoir en amont, il faut être dans l'incertitude et prendre le risque ou choisir de ne pas le prendre. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout à chaque fois. C'est comme ça pour tout. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas savoir. Donc, parce que même si vous avez cet élément rationnel qui vous dit oui, IO fait plein de revenus par rapport à Render, bah, il n'y a aucune garantie il y a aucune garantie que. Il y a un truc que j'ai fait, regardez. Hier, c'était je l'ai posté, c'était dans le chat Memcoin. J'ai pris une position sur Mana. Pourquoi j'ai pris une position sur Mana? J'ai expliqué pourquoi, j'ai envoyé un tweet. Parce que, Mana, c'est un coin qui a été, créé par, il y a une liste de 3 assets qui ont été créés par le même agent IA. C'est le Truth Terminal. Il y a Goat qui a 930 millions de market cap, il y a Fartcoin qui a quasi 700 millions de market cap et on a Mana qui était à 8 millions de market cap. Donc moi j'ai vu et justement il y a un tweet d'un mec que je suis, Tomb où il explique, il dit: «Il y a ces 3 actifs qui ont été créés par la même entité et il y en a un qui est complètement, qui est sous-évalué par rapport au reste» et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a 930, 690 et 8. Donc le risque à prendre, bah, c'est de prendre celui qui est le plus sous-évalué en se disant: «Il va y avoir un rattrapage possible». Mais
Est-ce que vous savez s'il va y avoir un rattrapage? Non, parce qu'en fait, le rattrapage, il peut ne pas avoir lieu. Parce que là, après, ça, c'est le marché qui décide, c'est les intervenants qui décident. C'est est-ce qu'il va y avoir de la demande à un moment donné pour ce shitcoin, ou pas, tu vois? Mais vous avez cette information sous les yeux, et bah, vous prenez le risque de justement, vous prenez le risque de prendre le risque ou vous prenez le risque de ne pas le prendre et de, potentiellement, ne pas performer sur cet actif. Mais encore une fois, vous pouvez pas savoir à l'avance. C'est ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'incertitude qu'on perd forcément de l'argent. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir le truc, c'est qu'il y a des gens qui performent énormément parce qu'ils vont avoir des convictions et du coup, ils vont vraiment avoir des les gens qui ont eu, beaucoup de convictions dans Bitcoin se sont gavés, tu vois? Les convictions, c'est à double tranchant. Je pense que c'est bien d'en avoir, mais il faut faire attention à ne pas trop en avoir parce qu'à trop avoir de convictions, en fait, on tombe dans le fanatisme. C'est ça, c'est ça mon problème. Donc je pense que c'est bien d'avoir des convictions. Par contre, attention à trop en avoir et après être trop l'excès de certitude aussi, il faut faire attention à l'excès en fait, c'est toujours pareil, il faut être dans la nuance. C'est-à-dire que être certain de quelque chose, oui, mais en être trop, non. C'est-à-dire que quand tu et l'excès de certitude, en fait, peut t'amener à faire des erreurs de jugement et faire des erreurs voilà, de risk management, ce genre de choses. Parce que, être sûr, si tu sûr à 100 que ton actif, il va faire, je sais pas, si tu es sûr à 100 qu'on va pump à partir de maintenant, tu vois? Si je sais pas si tu as un excès de certitude, bah, OK, alors pourquoi ne pas aller si tu es sûr de toi, pourquoi ne pas être all in et le levier fois 100, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, tu es sûr qu'on va pas aller sous tel niveau de prix. Bah non, tu vois? C'est ça que je veux dire. C'est, faites attention aux excès, c'est tout. J'ai une question sur la diversification dans le secteur des cryptos. Étant donné que beaucoup de technologies de crypto-monnaies sont interconnectées, peut-on vraiment parler de stratégie de diversification dans le marché crypto comme on le fait dans la finance traditionnelle? Est-ce que cette méthode peut être aussi rentable ici? Alors oui et non. C'est-à-dire que on est sur, un marché qui est très corrélé. C'est-à-dire que quand on regarde, regarde, très simple, je l'ai là. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est les secteurs, hein. Donc on voit que non, c'est pas les secteurs. C'est le secteur, c'est le détail du secteur e-stacking. On voit que dans les moments il y a pas mal de moments où tout est corrélé et tous les secteurs, dump en même temps, par exemple. Là, c'est contre bah, alors après voilà, c'est la et mince, en plus ça c'est mon secteur, c'est contre les mêmes. Donc ça c'est les secteurs contre les mêmes. C'est pas la bonne template, je vais réussir à trouver. Voilà, c'est là. On voit qu'on a quand même des moments où tout est corrélé et souvent les corrélations, souvent tout va dans le même sens. Mais par contre, on a des surperformeurs et des sous-performeurs, OK? Et c'est là justement où vous pouvez faire des rotations. Mais en termes de diversification, le truc c'est que elle existe elle existe, je pense qu'elle existe de plus en plus la diversification en crypto, mais il faut faire attention parce que ce qui se passe, c'est qu'à la baisse, tout se pète la gueule. C'est-à-dire que quand on a vraiment des gros mouvements de prix assez brusques, tout corrige en même temps. Il y a plus, de diversification qui tiennent. Donc, le truc, c'est que souvent, ce qu'on dit, c'est que utiliser enfin, trader les altcoins, c'est similaire à utiliser un levier, sur Bitcoin ou sur Ethereum. Ce qui est vrai, ce qui peut être, vrai, quelque part. Ce qui peut être vrai, quelque part. Maintenant, on voit quand même qu'on a une sectorisation qui est beaucoup plus importante qu'avant, mais ce qui est normal parce que en fait, avant, on avait quasiment pas d'alt, maintenant on en a des dizaines maintenant on a des millions, quoi. Mais les fondamentaux sont quand même très pauvres. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des thèses d'investissement, maintenant, ne serait-ce que, par exemple, sur les mèmes, il y a la thèse de Mourad, elle est très intéressante, par exemple. Sur les mèmes en fait, c'est même plus des mèmes, c'est des cultes. Donc on a une section de meme coins qui ont vraiment très, très bien performé cette année. Mais sinon, c'est vrai que de manière générale, la diversification en crypto, c'est assez compliqué, quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux se focus vraiment sur un secteur en particulier et sur un truc sur lequel on a des convictions et sur quelque chose surtout, il faut que ce soit des convictions qui soient, comment dire? Crédibles. Par exemple, si tu as des convictions sur l'intelligence artificielle parce que, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment et cetera, ça a du sens, tu vois? Ça a du sens de miser sur l'IA. Ça a du sens de miser sur les mêmes parce que force est de constater que c'est vraiment tu peux pas lutter contre ça. Tu peux pas lutter contre, la nature même des intervenants de ce marché. C'est un marché de dégénérés. C'est littéralement ça, c'est un marché de dégénérés. Donc
tu peux pas lutter contre ça, en fait. Tu peux pas. C'est pas possible. Et c'est le secteur qui a surperformé, qui surperf depuis, voilà, c'est le secteur qui surperf. Les meme coins ont tout explosé en termes de retour sur investissement. Donc à un moment donné, si tu te fermes à ça, en fait, tu restes au milieu de la courbe tu mid-curved. Il y a un mec un mec de chez Decrypted qui a fait une super vidéo sur la sur la courbe de il faudrait que je la retrouve. Je vais vous la poster, elle est là. Ouais, c'est ça, c'est Joestar. J'aime bien les mecs de chez Decrypted. Je suis actif sur ce Discord aussi. Je vais la poster, voilà. Ça regardez, c'est intéressant. Arrêtez avec le mid-curve. C'est-à-dire que non, c'est pas la courbe de Gartner. C'est une distribution. Enfin, c'est peut-être la courbe de Gartner, je sais plus. Mais en gros, c'est juste que vous avez distribution comme ça. Ouais, courbe de Gauss, ouais. Distribution. Et en gros, ça ressemble à rien ce que j'ai fait. On dirait une banane. Et en gros, tu vas voir les initiés d'un côté et tu vas voir les gens qui sont complètement cons de l'autre. Et au milieu, tu as la majorité des gens. Et tu vas voir, en gros, les initiés qui achètent des meme coins parce qu'ils savent, tu vois, ils contrôlent le supply. Tu as vraiment les gens qui ont c'est dégénéré. Tu vois. Moi, je me classe plus, j'essaye de me classer plus à gauche, tu vois, que à droite, en gros. Mais en fait, t'achètes un meme coin parce que t'aimes bien le petit singe ou le pépé ou un truc comme ça. Et au milieu, en fait, t'as les gens qui comprennent pas que c'est vraiment c'est le truc à acheter, mais qui comprennent pas pourquoi ça peut pump ou quel est l'intérêt derrière. Tu vois. Alors que, en fait, tu regardes le narratif, c'est que ça parle énormément, ça parle beaucoup plus au retail au final. Parce que les gens, ils viennent ici pourquoi? Ils viennent pas Enfin, la majorité, il y a plein de personnes qui sont là pour la tech, évidemment, mais la majorité ne vient pas pour la tech. La majorité, elle n'a rien à faire de la tech. La majorité, elle veut juste faire des gains, tu vois. C'est juste ça. Les gens sont là pour les gains, ils sont pas là pour autre chose. Donc ouais, le sujet de la diversification en crypto, moi, je pense que à un moment donné, moi, je sais que je focus surtout les mêmes. Parce qu'après, c'est trop compliqué, il faut trop se disperser, il y a trop de choses à faire. Quand il y a des espèces de rotations qui se font et des trucs intéressants à aller chasser sur Sui, sur Hyperliquid, etc., j'essaye de le faire. Je pense que déjà, je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu vidéo. Après, le truc, c'est que si je fais plus de contenu vidéo, il faut que potentiellement, je passe moins de temps sur le Discord. Mais Ah non. non, mais en fait, tu vois, en fait, il y a pas mal de choses que j'ai pas osé faire qui me font vraiment extrêmement chier parce que j'ai pas, il y a pas de si tu veux, c'est des prises de risque que j'ai pas faites et que j'aurais dû faire parce que ne serait-ce que par exemple pour Hyperliquid, tu vois. Hyperliquid, j'aurais pu prendre le risque de faire une vidéo, de le présenter, de le montrer au Discord. Et le truc, c'est que tout le monde se serait gavé, tu vois. Et je l'ai pas fait. Et je me dis, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même, tu vois, prendre le risque, ne serait-ce que même si tu te plantes à un moment donné. Mon problème, c'est est-ce que les gens sont assez, tu vois, responsables pour. Ouais, Tu comprends le truc parce que ouais. là, par exemple, tu vois, ce qui s'est passé avec Hyperliquid, c'est que tu pouvais gagner, avec un peu de travail, tu pouvais gagner entre 6 et 7 chiffres, quoi. Et tu pouvais aussi perdre énormément de temps et potentiellement perdre de l'argent. Donc, c'est un C'est toujours peu. pareil. Après coup, tu te dis putain, j'aurais dû le faire, mais. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Donc. Mais parce qu'il y a plein des opportunités comme ça, tu vois, il y a que ce soit de farming, que ce soit de choses comme ça, il y en a plein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, soit il faut prendre le risque de perdre du temps et de l'argent. Moi, j'ai pas envie que. En fait, le truc, c'est que moi, je suis pas un influenceur. Je pourrais peut-être l'être, mais je suis pas non plus vraiment un influenceur, quoi. Donc, pour une stratégie long terme, en termes de portefeuille, donc majoritairement composé de BTC et Ethereum, ouais, ce que dit Ali, c'est intéressant. En fait, oui, c'est intéressant. Portefeuille BTC Ethereum avec une part significative BNB Sol et une petite portion d'alt. Ça, c'est un profil qui est assez équilibré, on va dire. Après, justement, le truc, c'est que sur du long terme, oui. Parce que sur du long terme, t'as pas la quasi-certitude, mais on pense que Bitcoin et Ethereum sont amenés à s'apprécier. Et la majorité des alts font des cycles où tu as des performances de fou et tout repart à la cave. Maintenant, moi, je joue les cycles. Je suis pas là spécialement pour la tech, je suis là pour extraire de la valeur du marché. Donc, je vais jouer les cycles de hausse, essayer de prendre le maximum de profit possible et revenir me poser pas loin du bottom. Si tu es sur une strat vraiment long terme où tu veux pas te casser la tête avec ça, évidemment, vaut mieux avoir un portefeuille plutôt balancé Bitcoin, Ethereum avec BNB, Solana et un peu d'alt sur lesquels tu vas avoir des convictions, tu vois. Mais c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il vaut mieux jouer les cycles, en tout cas.
Mais après, ton portefeuille, que je le redis, hein, ça c'est un truc qui est plus équilibré, voire, tu vois, safe. Voilà, on va dire safe. Tout dépend aussi de votre profil. Il y a des gens, je sais pas, je sais pas s'il est, non, il est pas là. Mais tu as des profils qui sont complètement dégènes où ça va être que du shitcoin. Mais c'est aussi acceptable. Tout dépend, mais vraiment tout dépend de votre profil. Il faut aussi déterminer votre profil. Une personne qui a un boulot, qui travaille 8 heures par jour, qui a 2 gosses, une femme, etc., n'aura pas forcément le même profil que un ado en slip dans sa chambre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui rentrent en considération, quoi, pour déterminer son profil. Tu vois? J'aimerais tellement voir une vidéo condensée d'une journée basique de toi. Oh putain, là en ce moment, mes journées, c'est. Là, il faut que je dorme en fait. Il faut que je dorme plus. Je manque de sommeil. Mais ouais, il faut que je dorme plus. C'est surtout que c'est important le sommeil. Je vous conseille de dormir. Ouais, une journée, il faudrait me suivre. Il faudrait me suivre en caméra. J'ai une question fiscale, je peux te la poser? Non, tu peux pas me poser de question fiscale parce que en réalité, je suis pas un spécialiste de la fiscalité, donc ça sert à rien de me poser des questions fiscales. Tu vois? En plus, poser des questions fiscalité, c'est potentiellement marquer un top. Et là, regardez, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a pas de questions fiscalité. On n'est pas sur un top. Il y a pas de questions fiscales. Donc, on n'est pas sur un. Il y en a aucune, quoi. J'ai aucune question par rapport au dernier cycle. Donc, ne portez pas l'œil avec des questions fiscalité. Bah, justement, c'est un truc que j'avais fait et je l'avais posté. Donc, je l'avais posté chez Decrypted parce que je vais retrouver le screen. Donc, c'est de moi et il y a Est-ce que j'ai encore les screens parce qu'ils sont sur le Discord, mais ils datent de quand même un certain moment. Putain, j'avais posté ça quand? J'avais posté ça. Je sais pas si ceux qui s'en rappellent. Ouais. Je vais le poster ici dans le chat. Voilà, là c'est par exemple, c'était le top de 2021, le second top. Bah, chaque trait violet qu'on voit sur la charte, je l'ai posté dans Vocal et Chart. Bah, c'est des questions fiscales. Et on s'était rendu compte, je pense que s'il y a des anciens, s'il y a Charles, tout ça, on s'était rendu compte que les questions fiscalité, imposition, etc., elles revenaient très fréquemment sur les tops de marché. Et sur les bottoms, il y en avait beaucoup moins, évidemment, quoi. Alors après, il y a un moment dans l'année où les questions fiscalité reviennent, c'est quand il faut déclarer, donc ça, c'est un peu normal. Mais sur le top de 2021, ça avoinait, quoi. C'était vraiment, il y en avait tous les jours. Enfin, il n'y en avait pas tous les jours, mais il y avait vraiment une concentration du nombre de questions. Parfois, je me demande si nous n'avons pas déjà eu notre bull run, hein. Solana qui a fait plus de x20, Bitcoin qui est passé de 18 à 100K et des mêmes coins qui ont réalisé des fois 50. Mais c'est une possibilité aussi, bien sûr. En fait, encore une fois, mais là, on en revient sur la question du doute, tu vois. C'est une possibilité. Et ça, c'est un truc, je l'ai déjà dit et je le répète, on est peut-être en train de marquer le top. Peut-être qu'on est en train de distribuer et qu'on va distribuer comme ça jusqu'à je ne sais pas quand. Et on est en train de marquer le top et le boulot en est fini. Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je fais avec les datas que j'ai sous les yeux. Et moi, je ne me pose. Enfin, c'est pas que je me pose pas ces questions, mais c'est que comme je ne peux pas savoir à l'avance, je ne peux que constater en fonction des datas présentes. Ok. Et après, il y a certains éléments qui te font dire, mais comment c'est possible d'avoir, par exemple, une année 2025 de merde? C'est-à-dire que on a les États-Unis qui ont fait un revirement à 180 degrés au niveau régulatoire. Évidemment, on a l'élection de Trump qui a tapé, enfin qui a poussé à fond le truc. On a vraiment, c'est vraiment très États-Unis centré, hein. Mais on a au niveau, ils sont en train de mettre des pro-crypto de partout au niveau US. On a une macro qui s'adoucit avec des taux qui chutent. Alors après, l'inflation, ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire que l'inflation, elle est en train potentiellement de repartir à la hausse. Donc attention. C'est vrai, là, Paul qui dit un truc intéressant, c'est que quand on va commencer à avoir des super news, c'est-à-dire que là, pour le moment, on a eu plein de news qui ont fait péter le prix, hein. C'est-à-dire que là, en gros, le prix, il a explosé depuis le 4, hein. En gros, c'est depuis l'élection. Parce qu'au final, depuis l'élection, enfin, avant l'élection, ce qu'on a fait, c'est un gros range post-halving. Ok. Mais quand vous allez avoir une succession de bonnes nouvelles et pas de réaction positive sur le prix, là, on va être sur le top. Parce que c'est ce qui s'est passé exactement en 2021, ici. C'est-à-dire que le top
vraiment, ici en 2021, c'est, je crois, l'entrée en bourse de Coinbase. Je crois, hein, je suis plus sûr, mais je crois que c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que là, le moment où vous allez vraiment avoir des super news, c'est ça. C'est listing de Coinbase, c'est ça. Donc, moi, pour le moment, le top maintenant, je n'y crois pas non plus, mais mon avis, et c'est un truc que souvent on reproche aux traders, investisseurs, etc., qui donnent leur avis, c'est-à-dire que souvent on dit ouais, mais t'as dit ça, et en fait, maintenant tu dis l'inverse. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, entre maintenant et demain, il peut se passer des choses qu'il faut que mon avis change. Tu vois, c'est du bon sens, quoi. En fait, en tant que trader, en tant qu'investisseur, il y a un moment donné où s'il y a un truc qui te fait dire que c'est la merde, bah en fait, tu dois sortir ou tu dois changer complètement. Tu vois, t'as un plan, mais ton plan, il doit quand même avoir une certaine flexibilité, hein. Ça, c'est un truc important à comprendre. Donc, en fait, et on en revient au fait de la target. Si vous avez une target qui est à 120K mais qu'on va que à 119, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez 120K et peut-être les 120K, ça sera dans 4 ans, ou est-ce que vous sortez à 119? Eh oui. Et c'est un truc aussi, souvent, c'est que vous prenez un trade, ok? Vous avez votre stop, vous avez votre trade il part, et on arrive là, ok? Et on se retourne. Et là, vous avez les conditions qui font qu'on va se retourner. Vous faites quoi? Vous attendez ou vous revenez à BE, ok? Merde. Vous revenez à break-even, ou vous sortez de votre position, tu vois? Parce que votre plan, c'est, ok, vous avez votre stop qui protège, etc. Enfin, vous avez votre stop qui protège. Vous faites quoi? Vous mettez, ou vous prenez vos profits parce que vous avez le contexte qui vous dit, ben en fait, on est allé pas loin de ma target, mais en fait, peut-être qu'on va jamais y aller. Hein, ça, c'est le concept de R latent. Il y a un moment donné, il faut, tu vois, vous avez beau avoir un plan, le plan, il peut ne pas se passer comme prévu. Donc, je pense qu'il faut pas être absolument borné à se dire, ok, mon objectif de prix, c'est 120K, je ne vends pas avant 120K. Avoir des objectifs, des targets, ok, qui sont, comment dire, acceptables, c'est-à-dire pas des trucs démesurés. Déjà, venir au 100K, c'était une possibilité. Mais se dire, ok, on va aller à 1 million, je veux dire, pour moi, c'est improbable. Quand on sera, et si on va à 900K, je me dirais, ok, on peut aller à 1 million. Ok. Mais là, ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que je lis aussi en regardant le Rainbow Chart. Oui, voilà, on voit que le cycle haussier, il est de plus, les tops sont de plus en plus bas. Mais ce qui est normal, parce que on a un actif qui est beaucoup plus capitalisé. Si on se met en log, on voit que les retours. Alors attends, si je mets la chart en entier, c'est mieux. On voit que les retours sont de moins en moins importants. Mais c'est normal. C'est normal, les retours, ils sont de moins en moins importants. On voit de moins en moins bas à chaque fois, et on va de plus en plus haut, mais forcément, on peut pas comparer. C'est pour ça que j'ai aussi du mal avec la comparaison entre cycles, parce que on a un actif qui, en 2011, c'était un shitcoin. En 2013, bah, c'était aussi un shitcoin, un peu plus liquide, mais quand même. 2017, ok, ça commence à être un peu plus sérieux. Mais là, maintenant, on a énormément de liquidités. Enfin, on a un marché qui est toujours volatile, mais qui l'est moins. On a énormément de liquidités, etc. Donc, à terme, on aura peut-être, ce qui est intéressant, et justement, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que à terme, on aura peut-être plus des cycles avec 80% de drawdown, mais peut-être qu'on va avoir juste une phase, des phases de conso comme ça, avec, tu vois, avec des mouvements qui ne vont plus être autant paraboliques. C'est une possibilité qu'on ait quelque chose qui ne soit plus autant parabolique. Et quand on compare avec les indices US, lequel est une bulle? Alors attends, peut-être déjà qu'il faut que je mette les deux en log. Lequel des deux est vraiment une bulle, tu vois? Bon, les deux le sont peut-être, mais à mon avis, il y a une des charts qui est plus abusée que l'autre, et c'est pas celle du Bitcoin. Donc ouais, pour la diversification, oui, oui, le problème de la diversification, c'est ça, c'est que le fait d'être diversifié en crypto ne va pas te protéger en cas de drawdown. Ça, c'est vraiment à le comprendre. La diversification, elle va pas te protéger. Ça va pas protéger, parce que vraiment, dans des mouvements vraiment brusques, tout va corriger en même temps. Et ce qui est intéressant à faire, c'est justement quand vous avez un profil qui est actif, c'est de faire de l'arbitrage entre vos positions. Là, moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Il y a certains trucs qui soit ne bougent pas, ou soit qui ont déjà. Voilà, je prends un exemple tout con, c'est Pendle. Voilà, Pendle, c'est ce que j'ai fait sur Pendle. Je vais prendre la charte
sur MXC. Pendle, mes 2 entrées, elles sont ici. Elles sont à 0,04, 0,073. Si on prend ma dernière entrée et vous allez me dire: «Mais pourquoi t'as acheté Pendle?» Parce que j'aimais bien le logo. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce truc et j'ai fait de ma dernière entrée, j'ai fait 8000 dessus. En gros, donc là, Pendle, moi, j'ai bien mangé dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je pense que l'upside sur Pendle, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins que sur certains trucs qui n'ont pas performé encore. Et donc, en gros, moi, j'ai TP quasi la totalité de ma position sur Pendle. Et d'ailleurs, je l'ai TP par là, à 5,90. Non, 6,20, un truc comme ça. Mais en gros, ma moyenne, elle doit être là. Pour rapatrier les gains sur des trucs qui n'ont pas explosé encore. Qui n'ont pas tant performé. Ça, c'est des choses qui, justement, si votre objectif, c'est vraiment de performer, c'est de faire ça de la même manière que alors Bitcoin, l'arbitrage Bitcoin Ethereum dont j'ai parlé à un moment donné. Bon, par contre, c'est toujours pas ça, hein. C'est-à-dire que Ethereum s'est toujours pas mis à vraiment surperformer Bitcoin. Ça, c'est à faire comme ça l'était sur Sol contre Ethereum. On voit que depuis quelques semaines, on a Ethereum qui surperforme Solana. Ce qui te protégerait au mieux, la réalité, c'est que ce qui protégerait au mieux, c'est une exposition 100% Bitcoin. Mais le truc, c'est que il faut comprendre une chose. Quel est votre objectif? Si ton objectif, c'est la performance, et encore, le truc, c'est que même si ton objectif, c'est la performance, si tu es rentré au bon moment, je te garantis qu'il y en a la quasi-totalité. Ils ont mieux à faire d'être all in Bitcoin que de s'amuser sur les alts. Vraiment, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand le BTC va se péter la gueule, il perd 10%, les alts en perdent 40%. Et surperf Bitcoin, ça veut dire faire plus de 488 là depuis le bottom. Et encore, j'ai pas pris le pic au bottom. J'ai pris un point acceptable, mais voilà, je pourrais prendre le bottom parfait. Et là, actuellement, on est à 578%. Donc, si tu ne te sens pas capable de faire une performance supérieure à ce que fait Bitcoin en général sur un marché haussier et en prenant en compte le fait qu'on a une réduction des retours, ça c'est un fait. Alors tu peux pas savoir exactement, moi je pense pas qu'on va faire 3000% sur BTC sur ce run. Mais voilà, le plus safe, mais ça va le plus safe et en plus de ça, ce qui peut le mieux performer au final, c'est d'être 100% Bitcoin. De pas se casser la tête à être 100% Bitcoin. Maintenant, à l'instant T, à mon avis, être 100% Bitcoin, de s'exposer maintenant à 100% sur le Bitcoin, c'est un peu tard. Parce que le bottom, il était il y a un moment donné. Et si les cycles se répètent, si et ça si, il y a un moment donné où les alts vont exploser. Normalement. Après, il y a beaucoup de si. Hein. Il y a beaucoup de si. Même à mon avis, faire le move Bitcoin Ethereum, parce que Ethereum n'a pas tant performé que ça, ça devrait être. C'est un truc dont je parle depuis un moment dans mes lives, dans mes streams, mais ça devrait à un moment donné être intéressant. Et oui, avec des si on coupe du bois. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques alts qui n'ont pas performé dont tu es positionné? Moi, le truc, c'est ce que je suis en train d'essayer d'anticiper. Je dis essayer d'anticiper. Je rajoute le mot essayer. C'est qu'au premier trimestre 2025, il va y avoir des news sur Nvidia et sur OpenAI. Donc je me dis, il y a la possibilité qu'on ait une rotation sur le secteur IA et du coup une surperformance sur le secteur IA. On peut le constater que c'est un des narratifs qui performe extrêmement bien actuellement et surtout avec les agents IA. Donc, le truc que j'ai acheté, enfin moi que je suis en accumulation dessus, c'est par exemple on a Spectral qui est assez récent et qui, même si on regarde, évidemment si on regarde la chart en daily ou si on regarde la chart en weekly, on n'a pas, on se dit, ok, là, l'entrée, elle est peut-être, comment dire, on n'a pas eu l'entrée, quoi. Enfin, on dirait, c'est un peu tard. Mais pas forcément, en fait. Parce que le truc, c'est on sait pas ce qui va se passer derrière. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre le risque de se dire, ok, c'est un truc qui peut vraiment performer, quoi. Faut le faire. Parce que quand on regarde un truc comme Virtual, je sais pas si j'aurai toute la chart de Virtual. Si je prends Bithumb, non, Virtual, je sais même pas si j'ai toute la chart sur Virtual. Mais Virtual a explosé. Non, j'ai pas toute la chart. C'est dommage, je l'ai pas là. Virtual, c'est. Voilà, là j'ai la chart. Je me dis, est-ce que il y a une possibilité que Spectral rattrape Virtual en market cap et du coup ça fait un ratio de x10, un truc comme ça.
Donc j'ai pris une exposition sur Spectral et je serai amené à prendre une autre, enfin de continuer à acheter si on a une par exemple, admettons qu'on a une correction, mais c'est un truc sur lequel je suis positionné. Il y a IO que j'ai racheté. IO, moi j'ai acheté là, j'ai acheté sur le 1,7, j'ai racheté ici, j'ai racheté pendant le dump, hein, et puis après j'évite de trop diversifier, vraiment, parce qu'en fait c'est pas forcément une bonne chose, et puis en plus pour le tracking, c'est pas top. Il y a quoi d'autre? Il y a eu Prime, mais c'est tard. Mais Prime, j'en avais parlé aussi, hein. Prime, j'en avais parlé. Ah oui, ce que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est même s'il a bien performé, mais si on regarde, c'est moi j'ai acheté le dip là sur DBI. J'ai acheté le dip en plus. J'ai pas tout l'historique ici. Là, il y aura tout l'historique. Parce que DEI, je pense qu'il y a de la performance et que le dump, il était pas si justifié que ça par rapport au FUD qu'on a eu. Donc en plus, là, on est revenu taguer le daily. Je pense que c'était un bon point d'entrée. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai pas acheté grand-chose. Mais voilà, je me suis positionné surtout sur l'IA. Ah, j'ai acheté que j'aime bien, c'est en même. J'ai acheté Bitcoin, Harry Potter, Obama, c'est Bitcoin, USDT. Ouais, voilà, sur Bitget. Ça, cette consolidation, à mon avis, je veux dire, si, toujours pareil, trop de si, hein, mais on peut pas faire autrement. Si les mêmes, si on a encore une rotation sur les mêmes, je pense que ce truc va péter à la hausse. Cette conso là. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un petit move comme ça sous Celo ici, qu'on vienne taguer le daily. J'ai des ordres qui sont prêts ici, hein, au cas où. Ça serait intéressant. Mais sinon, rien que cette conso me fait dire, waouh, à un moment donné, ça va partir dans un sens plutôt pas mal. Puis là, je suis en train de regarder un peu justement ce qui est intéressant parce que, toujours pareil, je mise sur ce move IA qui peut se faire. Mais ce qui est intéressant toujours de regarder, c'est sur les secteurs, ce qui est en train de sous-perf. Pas de surperf, sauf si vous voulez jouer une continuation. Mais ce qui est en train de sous-perf, on a vu que certains trucs, par exemple, c'était le secteur account abstraction qui était vraiment en train de sous-perf depuis un moment et qui s'est mis justement là, qui s'est retourné. Et quand on regarde, là, je suis contre Bitcoin. Non, je suis contre USD. Je crois que c'était contre Bitcoin. Quand on regarde, là, actuellement, le seul secteur qui performe, c'est account, la finance, enfin la science décentralisée aussi. Mais sinon, c'est surtout account abstraction qui est en train de performer là. Tout le reste, contre BTC, c'est orienté à la baisse. Même la DeFi qui a bien performé, bah là, ça s'est retourné depuis quelques temps. Donc, c'est intéressant de se positionner sur des narratifs qui ont peu perf depuis un moment. Parce que le postulat initial, c'est ouais, mais en fait, ça fait longtemps que ça perf pas, donc ça ne va plus perf. Bah, c'est pas forcément vrai. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé sur le gaming. On avait un secteur, et sur la DeFi, justement, c'est qu'on avait des secteurs qui étaient en chute libre depuis un moment et qui se sont retournés d'un coup, post-élection. Et donc voilà, c'est intéressant en tout cas de se focaliser sur des trucs qui sont en train de sous-perf depuis un moment. Et c'est là où on a justement la notion de temps. C'est-à-dire que au plus de temps on passe dans une tendance baissière, à un moment donné, au plus de chances on a de se retourner et de se retourner avec violence. Pourquoi tout le monde s'en fout? Pourquoi tout le monde se fout de quoi? Ah, je sais pas du tout, Ethereum classique, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. J'ai pas, c'est pas quelque chose que je suis. Quel serait du coup ton prochain Pendle? Bah, j'en sais rien en fait. Moi, Pendle, je veux dire, Pendle, j'ai pas prédit, j'avais pas prévu que Pendle fasse un truc aussi explosif, tu vois. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai acheté parce que j'aimais bien le logo. J'avais lu une thèse d'investissement de, je sais plus de qui, je crois que c'est Adam, je sais plus comment il s'appelle, sur Twitter. J'avais vu sa thèse d'investissement, Pendle était bien capitalisé, c'était un low cap à l'époque. Le logo me plaisait, la charte était intéressante. Non, c'est Adam Kochran, je crois, un truc comme ça. Le logo me plaisait, je l'ai acheté parce que la charte était intéressante. C'était un low cap sur AMXC et c'est devenu un énorme projet. Même aujourd'hui, tu vois, genre maintenant je sais plus ou moins en quoi consiste le projet, mais il y a certains trucs qui sont tellement genre high EQ que même moi j'ai du mal à comprendre, tu vois. Donc après vraiment, c'est niveau fonda, il faut pas forcément se pencher sur moi pour prendre des décisions au niveau fondamental, tu vois. C'est pas trop ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Tu targetes quelle alt actuellement sur l'IA? Bah, sur l'IA, en fait, si tu regardes, pas Binance Watchlist, mais on peut aller voir hein, rapidement sur l'IA. Le truc, c'est que les charts actuellement, elles vont pas forcément être
très, très intéressantes, je pense. Quoique, on peut aller voir. Bah, ça, ouais, non. On était sur support, c'était intéressant. Je vais pas toutes les faire, en fait, mais déjà, si tu veux être safe sur l'IA, il faut jouer Tao. Par contre, le problème, c'est que l'upside sur Tao, il va pas être aussi important. C'est du bon sens, hein. Il va pas être aussi important que l'upside sur, un shitcoin, low cap. Enfin, et encore peut-être que je dis une connerie en disant ça. Peut-être que je dis une connerie parce qu'en en vrai, on sait pas. En vrai, on sait pas parce qu'on peut prendre l'exemple de Bitcoin, hein. Il y a Bitcoin a fait, Bitcoin la performance que Bitcoin a fait sera plus importante que la performance que certains actifs feront et parce qu'on sait pas en avance, on peut pas savoir en avance si tout va pump et à mon avis, tout ne va pas, tu vois? Donc je pense que quand même pour la jouer safe, la réalité, c'est qu'il faudrait prendre du Tao déjà. Moi, j'en ai, mais voilà, mon Tao, moi, je l'ai acheté à 50, voilà, mon prix d'entrée sur Tao, c'est de 50 et je hold depuis, tu vois? Je j'ai pas pris de sur Tao, j'ai break even ma position, je crois, à 300, un truc comme ça et puis après depuis, je hold, quoi et me demandez pas mes targets, on me les a demandés déjà, j'ai dit: «Oui, là, mais mes targets sur Tao, de manière rationnelle, c'est les outils que j'utilise, ça va être, bah, les points pivots, donc je me dis: «OK», mais ça ne veut pas forcément dire que je vais prendre du profit sur ces targets. OK? Parce que pour le moment, en termes de temporalité, je pense pas qu'on soit sur un top de marché. Si on est sur un top de marché, je vais prendre des profits sur absolument tout ce que j'ai, que ça ait performé ou que ça ait pas performé, parce que je sais que de toute façon, tout va se péter la gueule d'un coup. Mais les targets que je mets en place, enfin elles sont pas compliquées à déterminer. Ça va être un truc basé sur, les points pivots, sur les lignes enfin les extensions de Fibonacci et cetera. Oui, vous pouvez vous guider par rapport à ça. Vous pouvez, si vous voulez, prendre des profits par rapport à ça. Moi, je sais que ma stratégie de prise de profit, elle sera en fonction de ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, le dernier update que j'ai fait, ce que va dire le marché à un moment et ça sera une prise de profit qui est généralisée vraiment sur tout, quoi, tu vois? Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait en novembre 2021 et c'est ce que j'aurais dû faire en mai 2021 que je n'ai pas fait, enfin que j'ai fait mais à moitié et ça aurait très bien marché en mai 2021, ça a très bien marché en novembre 2021 et je pars du principe que ça marchera bien, la prochaine fois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'il faut focus, ce qui touche voilà, est-ce que je l'ai dans la liste là? Je vous l'ai montré juste avant, spectral. Il faut regarder aussi le secteur des tout ce qui est IO, ATH aussi, c'est concurrent de IO. Moi, je sais que j'ai surtout du IO, c'est un de mes plus gros bags, mais j'ai aussi du ATH pour balancer un peu, tu vois? Parce qu'on verra bien, quoi. J'ai pas de render, j'en avais, j'ai tout vendu. Render, j'avais acheté ça à pré-breakpoint, je crois, en 2022. J'avais vendu ça à 5 $, je sais plus exactement. Ouais, je crois que j'avais et d'ailleurs, derrière, c'est monté à 13. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'IA? Bah, Virtual, le problème, c'est que Virtual, vous pouvez plus. Virtual, c'est trop, quoi. Virtual, ça peut se faire en suivi de tendance, mais maintenant, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Il y a certains agents IA, peut-être sur Virtual, qui sont intéressants, comme par exemple ce que j'ai acheté il y a pas longtemps, Mana. Mais là, après, il faut aller peut-être sortir un peu des plateformes d'échange parce que tout n'est pas forcément listé. C'est vrai qu'il y avait ça, c'était intéressant. Ça, je crois que c'est un concurrent aussi de IO Render, c'est pas autant capitalisé et la chart, elle était vraiment super intéressante et là, par exemple, on est en train de flip le tunnel daily. Alors, est-ce qu'on va retourner c'est vrai que l'idéal sur, ou je sais pas comment ça se prononce. L'idéal, ce serait de revenir dans la RLZ. On voit que là, sur la RL tu vois, on a RLZ, on a Confluence avec un déséquilibre ici. On a un niveau bon alors là, ça c'est un sapin de Noël, ma chart, mais je vais virer en plus, on a une énorme confluence ici. Je pense que ce truc, en plus, je crois que ça fait des revenus, je crois que c'est vérifiable, je suis pas sûr. Si on break le 4 heures et qu'on revient dans cette zone, je pourrais être intéressé, tu vois? Le truc, la réalité, c'est que même ici, même si à court terme, bon, la dynamique, elle est pas fameuse, mais il y aurait rien qui empêche d'avoir une période de consolidation, tu vois? Sur notre 4 heures, avec notre 4 heures qui commence à cross notre daily et d'avoir une période de conso ici avant de repartir à la hausse et c'est le scénario typique, continuation de tendance où on a, hop, notre, AB, je le mets à l'arrache, mais vous me pardonnerez et on met notre, CD, donc on a notre setup ABCD et là on va conso pour repartir, OK? Enfin on va potentiellement évidemment. Donc ouais, il y a 2 sur ce type de token, il y a 2 possibilités. C'est les jouer en continuation de tendance ou attendre en retournement sur
des zones intéressantes. Et je vais revenir encore sur un point un point important. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer à l'avance. C'est qu'à un moment donné, vous devez prendre le risque soit de jouer la continuation de tendance, quitte à se faire stop, soit attendre qu'on retourne dans la zone et d'avoir quelque chose d'intéressant qui se dessine dans la zone, et prendre le risque qu'on finisse par faire ça. Et c'est ce qui s'est passé sur Space Mesh, par exemple, il n'y a pas longtemps, où moi, j'ai pris le risque de jouer la continuation de tendance. Donc ouais, j'ai pris le risque de jouer une continuation de tendance sur Space Mesh. Et merde, j'avais pris le risque de le faire. Et le truc, c'est qu'on l'a pas fait, donc je suis sorti. Voilà, je sors. Et là, il y avait cette possibilité, justement, continuation où on revient dans des zones qui sont intéressantes pour potentiellement marquer un bottom plus important. Bah là, voilà. C'est-à-dire que peut-être que ce qui va se jouer, c'est qu'on vient ici et qu'on marque un bottom pour vraiment se retourner derrière. Peut-être que on va faire un plus bas. Ça, toujours pareil. Bon, qu'est-ce que vous m'avez dit? GRT. Ah, GRT, ouais, c'est intéressant. GRT, ça peut être intéressant. Je crois qu'il est parti déjà, je crois. C'est parti déjà. Après, si ça revient. GRT, par exemple, si on break, là, on tient le 4 heures. C'est ce qui se passe sur pas mal d'alt actuellement. Et il y a un risque. Enfin, un risque. Parce que pour l'un, c'est une opportunité pour l'autre. Il y a un risque ou une opportunité, c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir. C'est que tous ces alts-là tiennent leur tunnel 4 heures et repartent à la hausse. Et en fait, toutes les personnes qui veulent rentrer dans les aides des rebonds vont potentiellement se retrouver front run. C'est-à-dire que là, si vous êtes là et que vous attendez, il est où? Il est là. Que vous attendez un retour en RLZ ici, vous devez vous dire que potentiellement vous n'aurez pas votre retour RLZ, que la seule chose que vous allez avoir, c'est justement le retour sur le first stop ici, avec votre 4 heures qui arrive, confluence. Et ce qui peut se passer, c'est uniquement ça. Ce qui collerait tout à fait avec ce qui s'est passé sur le cycle précédent, il me semble. Si on va voir Others, me semble que c'est février. Je crois que c'est là, je suis plus sûr. Et encore, c'était beaucoup plus violent, je crois. Ouais. Ce qu'on voit sur le cycle précédent, c'est qu'on est. Alors, c'est peut-être ici. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens qui s'attendaient à un retour en RLZ sur ce niveau-là, ils ont eu un retour sur le first stop. C'est tout. Et même après, c'est-à-dire que là, on a eu une première correction, latéralisation. On en a une seconde ici. Je vais mettre comme ça sera plus simple. Et derrière, voilà, on est passé sous le 4 heures. On est repassé au-dessus. Et derrière, boum, explosion. Je dis pas que l'histoire va se répéter, j'en ai aucune idée. Mais pour le moment, on a ce genre de pullback. Maintenant, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est reparti pour une hausse et on laisse toutes les personnes qui veulent des prix plus bas comme ça, on les laisse sur le carreau, quoi. C'est pour ça, à un moment donné, c'est à vous de décider est-ce que vous prenez le risque ou est-ce que vous ne le prenez pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Flux, c'est intéressant aussi. Flux, il n'a pas tant performé que ça. Ça, c'est un truc en plus. Voilà, il est revenu combler. Il a juste méché dans son imbalance ici. Et il est bien positionné toujours. En fait, il est sur support. Flux, il est sur support. Il n'a pas autant performé que le reste. Donc, à voir, ça peut être intéressant, hein. C'est un truc. En tout cas, sur ça, il y a une entrée ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maza. Maza, j'aurais bien aimé en prendre. Je crois que. Ouais, Maza, c'est bien parti aussi, hein. C'est bien parti. On voit un tout. Pareil, hein, c'est des trucs qui, sur leur correction, sont venus taguer leur 4 heures. Ça tient le 4 heures. Pour moi, tant qu'on a des actifs qui tiennent leur 4 heures comme ça, j'ai pas de. Franchement, vous le voyez même sur un truc qui a peu d'historique comme ça. Le 4 heures, il fait le taf dans une tendance baissière. Et souvent, comme ça, quand on part vraiment dans une tendance haussière, il continue à faire le taf. Donc, de la même manière, hein, si on regarde ce qui se passe sur Bitcoin, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on soit pas venu vraiment bien sur le 4 heures, mais force est de constater qu'on est même. Enfin, on a méché dedans, en tout cas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que là, ça fait quand même. Combien de temps? Ah oui, ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Donc, voilà, c'était censé être un stream de 20 minutes, mais au final, c'est un stream de 2 heures. Donc, C'était passionnant. ouais, écoute, merci à vous d'avoir écouté. Ouais, j'ai enregistré, donc je vous poste la rediff. Donc voilà, je vais finir. On m'a dit CFG. Allez, on va sur CFG. CFG, c'est bien. Franchement, CFG, c'est bien au niveau. Le projet, il est bien. Après, le truc, c'est que le problème du secteur RWA, c'est. Le seul truc qui perd sur le secteur RWA actuellement, c'est Ondo et ses poules.
Oui, bon, il y a peut-être d'autres, mais les gros qui perdent, c'est Hondo surtout et Sepool. Hondo parce que c'est BlackRock, Sepool, c'est un bon projet. Ce qui me fait chier, c'est que moi, RWA, à part Pendle qui a ultra bien performé, j'ai MPL Syrup qui est en train de se péter la gueule actuellement, qui est en train de bien se péter la gueule et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a 2 tokens maintenant et je sais pas pourquoi Syrup dump et MPL aussi et MPL non. Mais CFG, t'es un bon projet et la chart est plutôt encore OK. C'est-à-dire que pour le moment, on a essayé de retourner la tendance daily et là, donc il n'y a pas assez d'historique. On est en train d'essayer de retourner la tendance daily. Là, on a pullback le 4 heures. Donc potentiellement, en fait, on est sur support. On a cassé un support, on est revenu dessus. Donc, bah, je vais pas vous mentir, j'en ai acheté. En fait, c'est pas compliqué, CFG, j'en ai acheté il y a pas longtemps. J'ai acheté là, sur la correction qu'on a eue sur le 4 heures, j'ai acheté ça. Donc, ouais, ouais, ouais. Après, à voir, hein. Si on tient pas le 4 moi, si on tient pas le 4 heures, je me casse. Il y aura, c'est vrai que on peut voir, hein, il y a ce déséquilibre ici, à venir combler. On peut venir. Mais je pense que si on vient ici, c'est que vraiment on va avoir un mouvement sur le marché qui va être assez violent. Voilà. Bon, allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais mettre la rediff en ligne et voilà. Ciao, ciao.